Vous écoutez La Nuit Américaine. Votre podcast sur le cinéma. Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. La table est dressée, mes convives sont là, prêts à vous présenter cet épisode qui s'articulera autour du film adaptation de Spike Jonze, scénario de Charlie Kaufman, film sorti en France en mars 2003 avec dans les rôles principaux Nicolas Cage, Meryl Streep et Chris Cooper. En deuxième partie d'émission, nous ferons un tour du côté de la filmographie de Jean-Claude Van Damme à l'occasion de la mise à disposition de plusieurs de ses films sur Netflix tels que Time Cop, Full Contact, Le Grand Tournoi, Inferno. Mais comptez sur nous pour faire baisser cet afflux de testostérone en 3 secondes, car nous parlerons aussi du dernier film des studios Pixar, oui. Luca, et bien évidemment, vous n'échapperez pas au fabuleux coup de cœur de toute l'équipe de la nuit américaine. Laissez-moi vous présenter l'équipe qui vous accompagnera aujourd'hui, en commençant par une note de douceur et de fraîcheur et de finesse, en vous présentant Éléonore qui fait sa rentrée aujourd'hui. Bonjour Éléonore. Salut comment Mike. vas-tu? Très bien. Ça va? Parfait. Alors on continue ce tour de table avec la voix la plus suave de ce podcast. J'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois cette saison Loris. Salut Loris. Bonjour à tous. Ça va? Vous allez bien? À peine exagéré. Et il est temps maintenant de vous présenter à nouveau notre gourou à tous, Mathieu. Il parle de moi. Bonjour Mathieu. Bonjour Mike. Ça va? Ouais, et toi? Prêt pour ce deuxième épisode? À fond. Mais je tiens à dire que Jean-Claude, ce n'est pas juste de la testostérone. Non. C'est de la sensibilité, c'est de l'acting. Et pour moi, enfin pour et des tas d'autres choses. C'est un mythe. Un dieu, tu disais tout à l'heure. Ouais, ça j'ai dit off parce que bon là ça fait un peu trop, mais oui c'est un dieu. Dans son genre, il y a quelque chose de oui. J'ai déifié notre ami Van Damme. Oh, mais il doit être content. Il m'en a parlé, il est très content. Il est très content. Allez, l'heure est venue de vous dévoiler la question à laquelle nous tenterons d'apporter une réponse, et j'ai bien dit tenter. En art comme en amour, lorsque la passion s'étiole, doit-on s'adapter au risque de se compromettre? Mais avant d'essayer d'y répondre, un petit tour de table s'impose. Alors, ce film, Éléonore? Je qualifierais ce film de particulier. Mais j'avais déjà vu des films de Spike Jonze. Alors, comment est-ce qu'on dit déjà? Spike Jonze. Ouais, tu dis Jonze ou oui. Jonze. Notamment dans la peau de John Malkovich et Max et les Maxi Monstres et Her. J'avais bien aimé. T'as pas vu Eternal Sunshine? Non. Bah c'est parce que c'est pas lui qui l'a réalisé. Ah voilà. Mais c'est un scénario de Charlie Kaufman. Ok. Ah voilà. Ouais. Le pied. Mais par contre j'ai bien aimé le côté hybride du film entre le documentaire et la fiction. D'accord. Loris? Oui. Ton avis? Alors, Non, Loris, non. Ne me regarde pas en soufflant. Dis-le. Non, j'ai bien aimé le côté mise en abîme du film. Ça, c'était intéressant d'être dans la psyché d'un scénariste. Pour le coup, Charlie Kaufman, que je connaissais pas spécialement, je connaissais les films qu'il avait écrits, je connaissais pas le personnage. J'ai plutôt bien aimé comment c'est mis en scène, comment le fait qu'il soit complètement torturé aussi, comment son processus d'écriture est mis en images, etc. Ce qui doit être très vrai pour certains scénaristes. Ça doit beaucoup être des gens un peu torturés qui savent pas trop par où commencer des fois. Voilà. Après, il y a d'autres choses que j'ai moins aimées. Voilà. Peut-être qu'on en reparlera. Enfin, on va en parler tout du long, mais le rythme était pas ouf pour moi. Donc voilà. Ok. Mathieu? J'aime beaucoup. Très bien. Voilà. Merci. On va passer à du plus concret. Non, moi, je dis pas que c'est un film formateur. Moi, je l'ai vu à sa sortie en 2002. C'est un film qui m'a, au-delà juste de l'intrigue, il m'a pas juste intrigué. Voilà ce que je veux dire. En fait, c'est un film qui m'a un peu construit. C'est un peu Vas-y, lâche-toi. Non, mais quand je dis ça, c'est parce que la construction du film fait que toi, en tant que spectateur, tu es obligé d'essayer de comprendre comment
comment on construit une œuvre dramatique et comment et à toi de chercher ce qui relève en fait de la chose trappe, qui révèle des atermoiements du scénariste, qui relève, je ne sais pas moi, effectivement de la mise en abîme et de est-ce qu'on filme du réel, quand le réel apparaît, quand on parle de fiction. Enfin, tout ça, comment se construit un récit et ce qui est propre au réel ou à la fiction. Enfin, je trouvais ça hyper intéressant. Comment les deux se confondent aussi. Comment les deux se confondent. Mais non, c'est un film foutraque, on va pas se mentir. C'est un film qui est oui. J'ai l'impression que c'est un film qui se lit beaucoup mieux qu'il se regarde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que si tu lis le script du film, à mon avis, tu peux un peu mieux structurer ce que tu lis, tu comprends bien tu vois les différentes relations avec les personnages, etc. Et j'ai l'impression que ça passe moins quand c'est regardé à un autre rythme, tu vois, avec. C'est comme ça que moi je l'ai perçu, quoi. Je pense que Charlie Kaufman, c'est un génie de l'écriture. Ça se voit quand, en fait, dans le film, ça se voit. C'est fin quand même les liens qu'il fait et les petits fils de scénario qui tirent tout du long. C'est subtil, sauf que des fois à regarder c'est un peu chiant. Ah mais c'est marrant ce que tu dis parce que justement moi je me disais le contraire. Enfin c'est pas que je me disais le contraire, mais si t'avais lu le scénario ou même si t'avais été une novélisation en fait du scénario, donc soit un roman, il y aurait eu des didascalies. Là c'est didascalies qui nous auraient expliqué le contexte, elles sont expliquées par la voix off. La fameuse voix off. Voilà. Donc en fait cette voix off qui cette voix off qui est souvent émise justement en contradiction ou alors on s'interroge sur le bienfait de cette voix off, tout ça participe justement à une lecture extrêmement proche d'un lecture d'un roman au final, tu vois. Oui, ok. Après, je dis pas que c'est forcément loupé, c'est juste qu'il faut accrocher tous les wagons avec la voix off, tu vois, il faut... C'est pas forcément un film qui se suit facilement aussi. Ah non, ça se lit. Non, pas du tout. Est-ce que Mike, toi, tu voulais pitcher rapidement le film? Oui, bien sûr. Alors c'est Charlie. Mike. Moi. Ah, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ah oui, qu'est-ce que tu... Alors moi déjà, j'ai eu des difficultés à le voir parce que je voulais pas solliciter mon oncle d'Amérique. Alors j'ai essayé de le voir. j'ai essayé de le voir en VOD, disponible nulle part en VOD. Même sur Google Play, il y a écrit il est dans la bibliothèque, mais il y a écrit indisponible. Alors je l'ai commandé sur Internet, en plus pour l'avoir dans ma vidéothèque, et je l'ai eu en version c'est un import, donc du coup c'est une version anglaise. Okay. Moi je parle un peu anglais, mais voilà. Like a Spanish cow. Voilà, c'est. Oui, comme une vache espagnole, exactement. Donc du coup, je l'ai eu et je me suis dit merde, il est en anglais. Et la seule version qui est disponible sur ce DVD, c'est en italien. Wow. Donc du coup tu l'as vachement bien compris. C'est pour ça que tu peux nous le pitcher. Non. Voilà. Donc j'ai sollicité Éléonore et je lui ai demandé de me prêter sa version et elle est venue sa version et du coup c'est fluide. Et du coup c'est fluide et le pitch on va voir. Donc c'est Charlie Kaufman, fort de son succès du film Dans la peau de John Malkovich. Il est sollicité pour adapter un ouvrage Le voleur d'orchidées d'une journaliste Susan Orlean, je sais pas comment Orlean. Ok. Seul problème, face à l'angoisse de la page blanche, le scénariste voit son deuxième projet devenir un peu plus compliqué à écrire que prévu. Voilà pour le petit pitch. Ouais, très bien. Surtout qu'il y a son fameux frère dans l'histoire. Le frère de Charlie Kaufman qui n'existe que dans le film, Donald Kaufman, son frère jumeau, qui lui réussit tout dans la vie. Il réussit avec les femmes. Il réussit dans l'écriture, alors que c'est une écriture qui est un peu... Parce qu'il est scénariste aussi, comme lui. Mais sa réussite, elle survient quand Charlie, lui, se retrouve face à la réalité de son échec. Exactement. C'est une sorte d'opposition, une symétrie, quoi, qui est un peu, justement, triste pour Charlie Kaufman, puisque lui, il essaye, mais ça marche pas. Alors que son frère a un peu les facilités partout. Et donc, ce jumeau est joué aussi par Nicolas Cage. Oui, parce qu'il faut parler de Nicolas Cage. Bah oui. Grand acteur, Nicolas Cage. Parce que maintenant on en rit, parce que ça fait quand même une dizaine d'années, voire plus, qu'il fait beaucoup de séries B, voire Z, qui sont tournées en Roumanie ou en Bulgarie. Il a fait Pig. Il a un Pig. Vous avez pas vu Pig? Pig. Oui, c'était récent. Le dernier de Nicolas Cage. Ah non, j'ai pas vu ça. Mais bien sûr, oui. Mais alors, c'est pas une adaptation à ça d'un jeu ou d'une BD, d'un comics, il y avait un... Pas à ma connaissance. Non. Mais en tout cas, peut-être, un comics, peut-être. Complètement barré. Mais non, très bien. Hein. Oui, mais il va beaucoup dans des projets. Alors c'est marrant parce que maintenant que tu me lances là-dessus, c'est vrai qu'il a soit des projets
qui sont juste là pour lui rapporter un peu de fric parce qu'il faut payer les impôts qui sont tournés en Bulgarie et des séries B pourraves. Et il s'implique aussi effectivement dans des films soit très genrés, très dans le cinéma d'exploitation, à petit budget, mais vraiment de qualité. Il y avait qu'est-ce qui est sorti aussi récemment? Il y en a un autre que j'ai vu là sur. Qu'est-ce que tu me dis, Julien? Il y a eu Joe. Il y a eu Joe qui est sorti il y a quelques années. Qui était bien. Ouais. Il y a une adaptation d'une nouvelle aussi de Lovecraft qu'on peut voir sur punaise, j'arrive plus à me souvenir, qui est disponible sur excuse-moi, qui est disponible sur Prime Video. Mais moi, j'ai une question pragmatique en fait. Oui, Mandy, oui. Alors on vous présente la régie. Julien en régie. Bonjour Julien. Ouais, donc il y a Mandy. Mandy, alors c'est un peu particulier parce que Mandy, les aficionados de films de genre détestent ce film-là parce que c'est un film extrêmement maniéré. Moi, je l'aime bien, très honnêtement. Et là, Nicolas Cage, il est over the top comme d'hab ces derniers temps. Mais j'ai une question justement pragmatique. Si ça reste encore quand même un super acteur, pourquoi il doit pas être, il est pas cher vu les films qu'il doit faire. Pourquoi est-ce que les réalisateurs se l'arrachent pas pour faire est-ce que c'est parce qu'il est moins bankable? Est-ce qu'il y a une histoire comme ça? Parce que je veux dire, moi c'est un mec faire tourner tout le temps partout. C'est terrible ce que je veux dire parce qu'il est devenu has-been. En fait, justement, c'est juste une question. C'est Tarantino peut le reprendre à la limite. Éventuellement, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Parce qu'en fait, la filmographie qu'il a depuis quelques années, c'est un peu la filmographie qu'ont des mecs comme Wesley Snipes. C'est des gars qui ont été de très bons comédiens, qui sont retrouvés à tourner des B ou des Z, tu vois, dans les pays de l'Est. Bon, comparé Wesley Snipes et Nicolas Cage, non? Oh, tu sais, Wesley Snipes, au début de sa carrière, il a pas fait que des films d'action. Avant qu'il fasse Passager 57, il tournait aussi chez Spike Lee, il a fait Jungle Fever, il a fait des films. C'est un comédien aussi, Wesley Snipes, vraiment. Et ces mecs-là se sont perdus, effectivement, dans les séries B, pour payer leurs impôts. On le sait que Wesley Snipes s'est retrouvé en tôle avec ces conneries-là. Nicolas Cage, c'est un peu pareil, tu vois, ils sont dans des difficultés financières parce que Nicolas Cage, il a apparemment beaucoup investi dans des œuvres d'art, dans plein de trucs. Enfin, il dépensait un fric monstre, il avait plus de thunes. Ouais. Donc c'est pas parce que tu fais un film tous les 2 ans avec Scorsese, je dis n'importe quoi, mais que tu peux vivre, tu peux assumer ce rythme de vilain, ouais. Donc il a fait plein de bouses et je sais pas, je vois mal Scorsese le reprendre. Là, il va jouer prochainement dans un film de Sion Sono. Je sais pas si. Ah oui, dans le genre. Of Ghostland. Dans le genre cinéma barré japonais, oui, mais tu sais quoi, mais il a le profil idéal pour tourner chez ce mec-là, hein. Mais complètement. Hein. Ça a l'air d'être un joyeux bordel. Oui, tu m'étonnes. Et dans l'adaptation, du coup, sa performance, c'est en 2002, donc au niveau de sa carrière, il est quand même encore un peu auréolé de clairement. De très bonnes choses. Succès, ouais. Et il est plutôt bon dans le film. Non, bien à cette époque-là, en 2002, effectivement, c'est encore un comédien bankable. C'est un comédien qui est reconnu auprès de la critique et puis du métier. Donc le voir sur la même affiche que Meryl Streep, c'est pas déconnant. C'est ça, c'est vrai. Donc c'est vrai que finalement le casting de ce film est assez incroyable. Non, clairement, ouais. Parce que Spike Jonze est aussi en plein boom aussi. Je veux dire, Being John Malkovich qui est sorti quelques années avant, c'est quand même oscarisé. C'est un gros film. C'est du lourd. Enfin, sauf que personne s'y attendait. Moi, je me souviens en 99 quand il est sorti. Enfin, c'est un film, on en entendait beaucoup parler, il traînait dans les festivals. Spike Jonze, très honnêtement, sauf si tu t'intéressais au skateboard ou si tu t'intéressais, je sais pas moi, à Jackass, tu connaissais pas Spike Jonze. Et alors Charlie Kaufman, personne ne sait qui c'est, quoi. Et John Malkovich, tout le monde connaissait John Malkovich, mais c'est pas non plus l'acteur bankable. Donc quand ce film-là débarque, c'est aussi un film qui est compliqué à appréhender. Moi, du coup, je l'ai revu pour l'émission. Je me souviens, j'avais un excellent souvenir de ce film, même si je l'aime toujours beaucoup. J'ai été surpris que ce film ait pu avoir à l'époque autant de succès. Alors, c'est pas été un raz-de-marée, mais qu'il a été reconnu comme étant un très bon film. Je pense qu'aujourd'hui il sort, il fait un flop. Ah ouais. Ouais. Je pense qu'il sort même pas au Cinoche, il va directement sur Netflix. Si je dis ça, c'est pas pour minimiser la qualité du film, mais c'est que peut-être qu'en 99, il y avait une certaine original. Ouais, il y a peut-être une appétence aussi pour ce genre de film à voir en salle, qui est moins le cas maintenant. Adaptation, c'est pareil. Je suis pas sûr que quelqu'un veut un scénario d'adaptation pour en faire un film au cinéma. On l'a très bien vu avec Charlie Kaufman, son dernier film en tant que cinéaste, il sort sur Netflix. Ouais. Puis surtout, c'est ce qu'il dit tout du long le film. C'est un film sur les fleurs, entre guillemets. Puis même ça, c'est pas un film sur les fleurs. Mais comme c'est une mise en abîme, adaptation, c'est un peu un film sur les fleurs. Et il le dit
dans le film, donc Charlie Kaufman, il dit écrire un film, adapter un film sur des fleurs, c'est difficile parce que personne ne l'a fait et c'est pas super, c'est pas super fou, intéressant. Après, je trouve que l'appréhension de la fleur à travers justement le poacher, comment est-ce qu'on dit en français, la roche, il est braconnier. Oui. Ça rend le côté un peu intéressant. C'est vrai que c'est pas déconnant de voir des gens chasser des fleurs très rares pour les voler de parcs naturels pour les revendre. Ça donne le côté un peu sexy à la fleur et puis à l'histoire autour de ça, quoi. Mais après, il faut se dire que Charlie Kaufman, dans le film, je parle de son personnage, il a la volonté de s'émanciper d'un certain genre de cinéma dans lequel il allait, c'est-à-dire un cinéma un peu fantastique, tu vois, extrêmement visuel avec des personnages très forts. On est malgré tout dans une narration assez classique et il veut faire un film qui parle de fleurs. Ça en revient, tu vois, à ce que disait Gustave Flaubert, c'est écrire sur le rien. Et lui, il veut filmer et écrire sur le rien, tu vois, sur les fleurs. C'est son postulat de départ, qui lui-même va se remettre en question et quand ils vont en parler à son agent, il va dire, oui, effectivement, c'est pas très cinématographique. Mais oui, ce que lui disait aussi son prof d'écriture, comment il s'appelle, Mackie, je crois. Il lui disait t'as un sujet de merde, t'as pas de mouvement, ton film sera nul, c'est pas la peine. Il lui dit il faut une bonne fin et la voix off il faut éviter. C'est une écriture molle avec la voix off. Ouais, c'est ça. Alors très honnête, Robert Mackie, c'est quelqu'un qui existe vraiment. Oui, je sais. Voilà. Donc c'est une espèce de mandarin en narratologie qui est là, qui donne des cours, des séminaires. Le mec, c'est plus un sophiste qu'autre chose, parce que il lui explique, il lui dit, alors selon lui, donc il a raison, le monde réel est un terreau pour la fiction. Ok, d'où naît la matière dramaturgique. Il est impossible de réfuter, tu vois, ce qu'il dit là. Tu vois, mais vraiment, effectivement, la vie réelle est un terreau pour la fiction. Oui, ok. Sauf qu'il dit, pour que cette fiction existe, pour que ce terreau prenne, il faut du mensonge, il faut de la violence, tu vois, il faut de la trahison, que les passions tristes, ou éventuellement un grand amour. Et lui, il vient en disant, il veut écrire un bouquin qui ne parle éventuellement que de fleurs. Donc à partir du moment où tu estimes que les passions tristes ou le grand amour sont les seules notions cinématographiques, on peut parler de rien d'autre. Donc aucune autre histoire existe. Alors que lui, il a l'ambition d'écrire, tu vois, un roman qui parle uniquement de fleurs. Ça revient à ce que je disais avant, c'est à la citation de Flaubert. Écrire sur le rien, c'est pas parler de rien, c'est parler de nous, du quotidien. Est-ce que vous êtes sujet quotidiennement à la trahison, au mensonge, à la violence, à la mort? Mais c'est ce qui le torture, justement. Oui, je vous connais, donc... c'est ce qui le torture, parce que justement, il a cette envie d'en faire une œuvre d'art plutôt que d'en faire un produit hollywoodien, si j'ai bien compris. Et justement, c'est ce côté braconnage, course-poursuite, etc. Dans le dernier tiers du c'est des produits hollywoodiens, quoi. Mais, t'as raison, là on anticipe un peu, mais du coup, c'est il est en pleine négation de ce qu'il est, de ce qu'il représente et de ce que le film nous raconte pendant 2 tiers. Donc c'est comme si on était en train de nier tout son propos. Et donc tout ce qui a été amené, tout ce qu'il est réfuté jusqu'à présent, disant non, moi je ne veux pas faire une œuvre comme celle-ci, et ben dans son dernier tiers, et ben du coup, il va reprendre ça à son compte pour en faire ce qu'on attend. C'est à partir du moment où son frère reçoit le succès pour son script, qui est lui et un film ultra hollywoodien et ultra dans le cliché. C'est à partir de ce moment-là où le film s'emballe entre guillemets dans la vraie vie et où il se passe des trucs hollywoodiens en fait. Mais justement, l'image du frère, est-ce qu'il y a vraiment un frère jumeau ou est-ce que c'est plutôt sa conscience? Alors figure-toi que justement, très bonne suggestion, parce que moi quand j'ai vu le film, je connaissais pas quoi que ce soit. Charlie Kaufman, comme dit, je le connaissais pas spécialement. Et en fait, moi, je pensais que quand on voyait le double, c'était sa conscience qui venait lui parler, lui donner des idées, des infos. Il se parlait à lui-même, quoi. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, non, c'était un faux frère, etc. Donc ça, j'ai été aussi un peu dupé par ça. Mais finalement, l'écriture avec le frère, c'est assez intéressant de voir ce parallélisme-là, cette symétrie plutôt. Ça permet, voilà, d'avoir. Enfin, lui, faut raconter un peu. Charlie Kaufman, le film commence, c'est assez brut parce qu'il est tout le temps en train de se dénigrer, quoi.
Genre, très complexé. T'es gros, t'es moche, lève-toi. Tu perds tes cheveux, tu sais pas écrire. En plus, il y a tout le temps cette relation femme qui est ultra compliquée. Quand il voit des femmes qu'il aime bien, il veut leur parler, mais en fait, au dernier moment, il fait pas le premier pas. Il est super chiant. T'as envie de lui mettre des claques. T'as envie de lui dire, mais vas-y, qu'est-ce que tu fais ? Il doute en permanence. Exactement. Non, mais il se déprécie tout le temps. Alors qu'en face, on lui dit constamment que c'est un génie. C'est un génie, oui. Son frangin lui dit que c'est un génie. Tout le monde, tu vois, on considère que c'est un immense artiste et lui passe son temps effectivement à se déprécier. Et du coup, il tombe en fait un peu amoureux. Alors, je sais pas si je le mets bien en mots, mais parce que il y a donc l'histoire de Charlie Kaufman qui écrit ce scénario sur ce bouquin de cette femme, donc Suzanne Orlean, qui est donc journaliste pour le New Yorker, mais qui a écrit ce livre-là des années avant, 3 ou 4 ans avant. Et l'histoire donc de ce livre, c'est l'histoire de John Laroche qui est braconnier d'orchidées. Et donc en fait, elle va aussi, à travers ses interviews et le fait d'être toujours très proche de John Laroche pour écrire son bouquin, elle va du coup un peu tomber aussi amoureuse de lui en fait. Elle va le suivre dans son quotidien de braconneur déjà. Voilà, mais parce qu'on apprend aussi que elle finalement, elle n'a pas de passion ou de vraie, de passion dévorante, et elle voit ce John Laroche qui lui est complètement passionné par ses orchidées et elle l'envie. Elle se dit ah ouais, j'aimerais beaucoup avoir une passion comme ça, et en fait elle tombe un peu amoureuse de lui à cause de ça, sachant que lui en fait c'est l'opposé de Charlie Kaufman dans les faits, dans la vie. Il est pas super beau, il est très un peu pecno, il parle pas très bien. Comme Donald, oui. Exactement. Ouais, mais en même temps, est-ce qu'elle tombe véritablement amoureuse de lui ? Tu vois ? J'imagine, ça m'a laissé penser croire que. Parce que ce bouquin, en fait, donc du coup, c'est une extension d'un article qu'elle a écrit. Quand elle a écrit ce bouquin, moi, je l'ai pas lu. Hein. Bon, imagine effectivement qu'elle se met en scène dans ce bouquin. C'est intéressant à dire quand même que le livre existe réellement. Oui, voilà. Tout ça sont les personnages qui existent. Donc quand tu gardes à l'esprit que ces personnages existent véritablement et que tu prends en compte le dernier tiers où il y a une bascule, où effectivement là il y a véritablement une histoire d'amour, une histoire adultère qui va aller jusqu'aux tentatives de meurtre, trafic de drogue et compagnie, on est bien d'accord que là on est dans le fantasme. Oui. Parce que sinon il y aurait eu procès. Oui, bien sûr. Parce que la Suzanne qui existe véritablement n'est pas comme ça. C'est une journaliste qui est respectée dans son milieu. Et donc là, du coup, il y a une bascule. Donc nous-mêmes, quand tu dis qu'elle tombe amoureuse de lui, on le sait pas. C'est ce qu'on non mais tu as raison. Ce que tu veux dire. C'est ce qu'on imagine. Elle recherche ce sentiment puissant, passionnel, amoureux. Exactement. Après, si on met de côté le dernier tiers, dans la manière dont la voix off de son livre nous est donnée, ça laisse entendre que elle aime beaucoup cet homme. Qui écrit la voix off ? C'est Charlie. Exactement, mais justement. Donc du coup, c'est une interprétation et une adaptation du réel par Charlie, une adaptation fictionnelle du réel. C'est ça qui est brillant au final dans le film, c'est qu'à chaque fois, il arrive à nous balader, enfin nous en tant que spectateurs, entre le réel, la fiction, et puis par cette mise en abîme, on sait plus vraiment où on est, quoi. T'as l'impression en fait que du coup, t'as cette Suzanne qui est un peu alors on va pas dire amoureuse, mais très attirée par ce John Laroche, et on a l'impression que comme Charlie Kaufman l'écrit, il est lui-même envieux de ce qu'elle a, elle, c'est-à-dire de ce qu'elle découvre au fur et à mesure, cette passion qu'elle a. Lui, il a aussi envie, j'ai l'impression, de le saisir et de le connaître aussi, parce qu'il a toujours ce problème avec les femmes qu'il n'arrive pas à pas vraiment à séduire, mais il a juste à faire le dernier pas qu'il n'arrive jamais à faire en fait. Et ça c'est intéressant. Ouais. Donc c'est à la fois une mise en abîme scénaristique, mais c'est aussi une mise en abîme dans les relations entre les personnages, puisque voilà, c'est un peu des poupées russes qui s'assemblent. Et ça, c'est vrai que pour le côté, c'est pour ça que je dis que c'était un film que j'aurais finalement dans l'écriture, je la trouve brillante. Ça, y a rien à dire. C'est juste peut-être au niveau de l'image des fois et puis du rythme où il y a un moment dans le film où j'ai trouvé que c'était vraiment plus lent et je commençais à m'ennuyer en fait. Après les deux premiers tiers, entre les deux premiers et le dernier tiers, où tout ce côté-là s'évapore un peu et on retombe dans le côté hollywoodien. Alors est-ce que c'est voulu ou pas ? Je pense que c'est voulu. Peut-être, mais du coup rendre son film un peu plus ennuyeux pour ça, je sais pas si c'est véritablement voulu. Mais voilà, après... Alors moi très honnêtement, je me suis pas ennuyé. Effectivement, il y a peut-être un ventre mou à un moment dans le deuxième tiers du film, ça c'est possible. Mais je trouve par contre hyper intéressant sur la réflexion qu'il fait sur il y a une espèce de travail ontologique sur le personnage, de savoir son rapport au monde, son rapport à la fiction, son rapport à l'art,
qui il est, tu vois, et toute cette mise en abîme là, je trouve ça hyper intéressante. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir que est-ce que véritablement on est dans une mise en abîme et une réflexion métaphysique, tu vois, et ontologique sur le personnage, ou alors est-ce qu'il y a plutôt, au contraire, une espèce de facilité. Tu sais, il y a une espèce de, comment on appelle ça, une réflexivité sur en fait, sur ce qu'il est, sur ce qu'il renvoie, et c'est très confortable pour lui. C'est de se dire, je suis un artiste parce que je subis la page blanche. Tu vois, et je suis empêtré, c'est dans mes contradictions, dans mes névroses, à la différence de mon frangin, qui lui est extrêmement joyeux et extrêmement positif. Est-ce que ça voudrait dire, excuse-moi, est-ce que ça voudrait dire que si il cède aux avances d'une femme, est-ce que ça veut dire pour lui oublier son côté s'il est heureux, c'est pas un artiste. Un artiste doit être torturé. Il est dans ce cliché-là, c'est de l'artiste torturé. Son frangin, qui lui, on va pas se mentir, vous avez entendu le pitch de son scénar. Ouais, c'est très cliché, c'est hollywoodien. Au-delà de ça, quoi. C'est nanardesque. Tu dis que le mec, je sais plus, ils l'ont racheté son scénar pour quoi? 600 000 €. 600 000 $. 600 000 $. Ah ouais. Tu te dis, c'est pas possible. Alors, donc du coup, lui est très heureux dans son quotidien et en fait, ce qu'il écrit, c'est d'une banalité mais terrifiante, toi, de ce qu'il peut y avoir de pire dans certaines séries B. Il va toucher 600 000 boules pour écrire ce scénar et lui, il est, excuse-moi. Non. Il est ce miroir antagoniste au final, c'est du type de l'artiste convaincu qui essaie de sublimer son art, où il estime que son art seul, tu vois, dépasse toutes les espèces de contingences, tu vois, très très futiles qu'on peut retrouver dans le cinéma hollywoodien. Et au final, il n'y arrive pas. Il voudrait être à la hauteur, en fait, du génie. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, après, ils se regroupent finalement, les frangins, pour, je sais pas comment dire, traduire un peu le dernier tiers où ils sont ensemble pour aller faire cette enquête et voir ce qui se trame, parce que finalement, ils font plus qu'un à la fin, jusqu'au moment où Donald se fait tirer dessus. Ils font plus qu'un à partir du moment, effectivement, où tu as cette bascule dramatique. C'est pour ça que pour moi c'est sa conscience finalement, parce qu'il peut se libérer lorsque son frère Donald meurt et qu'il lui a donné c'est comme ça que je l'ai vu cette scène aussi. Je pensais vraiment que c'était son imaginaire, voilà. Et que moi j'y ai cru longtemps, parce que moi je connaissais pas effectivement le fait qu'il ait un frère ou pas, ou ça un aussi, faux frère. Que c'était voulu mais moi j'imaginais que c'était son justement sa conscience, son imaginaire, etc. Et que effectivement au moment où ils décèdent, où ils se sont libérés, ils se sont libérés, et là ça change tout, quoi. Non mais les gars, les gars et mademoiselle, je vais vous faire une révélation. Il y a rien de réel dans le film. Tout est écrit. Oh merde. Mais tout est écrit au travers, tu sais, du filtre de la fiction, puisque des personnages comme Donald et comme lui n'existent pas en dehors, tu vois, du cinéma ou des romans. On est d'accord. Voilà, tout ce qui est raconté dans le film, à partir du moment où même lui, il faut savoir que donc il fait une espèce de, le bouquin c'est une espèce d'autobiographie, c'est une autobiographie sur certains personnages. Donc à partir du moment où tu adaptes une autobiographie, tu te passes déjà sous le tamis en fait d'un point de vue et donc d'une certaine fiction, d'une certaine sublimation de la réalité. Et tout ce que tu vois dans le film, c'est ça. C'est y a rien de réel. C'est pour ça que je disais que c'était notre gourou. Éléonore, toi tu voulais parler du côté binaire de ce film qui rejoint un peu la symétrie entre les personnages et la relation qu'ils ont, que voulait traiter Loris. Donc du coup vous avez un sujet commun. On en a déjà parlé, Ah bah voilà. Vas-y, je t'en prie, par rapport aux deux frangins du coup. Justement, c'est cette symétrie claire où on a l'artiste, le génie qui a la page blanche, et le frère et qui ne réussit pas avec les femmes, et le frère à l'opposé qui lui les femmes il est vulgaire et puis il arrive très bien assez vulgaire, et il le joue bien, Nicolas Cage, justement, il fait bien le mec un peu lourdeau. On arrive à la différencier facilement, c'est ça qui est fort. Et puis ils ont exactement le même physique. Du coup ils sont habillés pareil, ça c'est bien. Mais non, et puis voilà, et c'est vrai que y a ce côté aussi justement entre Suzanne et John, où là j'ai vraiment le côté la performance des acteurs, ça j'ai vraiment bien aimé. Meryl Streep qui est toujours au top, franchement. Non, ça va. On a beau s'en moquer, moi je suis le premier un peu à m'en moquer, c'est de Meryl Streeptease, mais voilà. Elle est quand même. Mais quoi qu'elle fasse, c'est vrai, effectivement, elle est toujours juste. Au naturel, toujours. Mais ça touche bien. Et Chris Cooper, franchement, et c'est aussi. Il a galéré pour le rôle. Apparemment, il a eu énormément de mal à trouver le bon ton pour se mettre dans la peau de ce gars qui est un peu spécial, mais aussi très bien. Il est super. Il me fait penser au personnage du reportage avec les tigres sur Netflix. Mon grand, tu sais pas quoi. T'as pensé la même chose?
Je sais pas. C'est peut-être ma recommandation. Aujourd'hui, tu il y a vois. la connexion, hein. Ouais, il y a la connexion. Non, mais sans déconner, on a bien fait de faire avant l'émission un petit brief. Tu vois. Non, c'est faux. Ah oui. On n'a pas briefé Non, mais au notre... moins, on est raccord et tout sur tout ce qu'on dit, c'est bien. Et vous vous rendez pas compte, hein, vous les auditeurs, mais c'est vachement préparé. On donne l'impression que c'est en dilettante. Non, pas du tout. Tu te trompes, auditeur. Tout est préparé, tout est écrit. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle de Spike Jonze, la réalisation de Spike Jonze. Après Lolo, c'est nul. Non, mais parce que apparemment, initialement, c'est un réal de spot publicitaire ou de clips vidéo. Il a fait Coca-Cola, Sprite, Nissan, etc. Je crois. Et Fatboy Slim. Du coup, on est sponsorisé par ces gens-là. Oui, il a fait des clips. Il a fait des clips. Ouais. Est-ce que cette patte-là, on la retrouve? Est-ce que vous la retrouvez dans ce film-là? Non, et ni dans son film précédent où là ça a été très intelligent de sa part. Alors je comprends que Lolo il ait pu se faire chier par moment par cette mise en scène des fois un petit peu trop je sais pas moi, effacé ou rigide, mais il s'est justement effacé au profit du scénario, parce qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus visuel, beaucoup plus punchy, très justement dans cette mouvance d'où il vient, tu sais, du moi vidéo. J'ai vu ça parce que je me suis renseigné un peu sur lui avant de l'avoir vu, et j'ai vu ça un petit peu au niveau des accidents de voiture. Tu vois, juste la façon de filmer l'accident avec son oncle ou sa tante, je sais plus exactement qui il était, épée elle est extrêmement percutante, hein, celle-là. C'est pour ça, et c'est là où je me suis dit il y a quelque chose. Et puis la dernière scène où son frère passe par le pare-brise. Ouais, mais du coup, tu t'attardes, toi, en tant que spectateur, sur les scènes spectaculaires. Oui, non, mais c'est ça, sur les séquences spectaculaires. Donc ça en revient à ce que dit au propos du film, tu vois. Et je pense que volontairement, il s'efface, tu vois, au profit du scénario et de cette histoire et de cette gémilité fictionnelle dont on parlait tout à l'heure, et de tout ce que ça charrie pour laisser place, tu vois, à ce récit qui est névrotique et puis qui n'a pas besoin de spectaculaire pour se justifier. Et Léonore, tu voulais aborder la thématique de la quête d'identité et d'amour dans les films de Spike Jonze? Je trouve que ça revient régulièrement, effectivement, cette quête d'identité, d'amour et une quête existentielle, on en a parlé tout à l'heure. Par exemple, j'avais envie de faire le parallèle avec le film Dans la peau de John Malkovich. Donc, je sais pas si vous vous souvenez un peu du film, cette histoire de marionnettiste de rue qui n'arrive pas à vivre de son métier, qui finalement a été embauché dans l'immeuble, je crois qu'il s'appelle Lester, une boîte où il va commencer à faire du tri de courrier, et puis en faisant tomber un courrier derrière une armoire, il va se rendre compte qu'il y a un passage, un genre de tunnel qui va l'emmener vers le vaisseau corporel de John Malkovich. Donc pourquoi je parle de ça, c'est parce que sa femme Lot, interprétée donc par Cameron Diaz, vit aussi un peu un amour comme peut le vivre Meryl Streep dans le film adaptation, une relation conjugale un peu plan-plan, on va dire, et puis elle recherche cette côté vivant, voilà, c'est cette envie de connaître cette passion amoureuse comme ils le disent. Et donc elle va suivre son mari pour tester ce voyage corporel, et au final elle va finir par tomber amoureuse de la collègue de travail du marionnettiste. Je sais pas si je suis claire. Vous vous souvenez à peu près? Ouais, ça va. J'ai vu le film avant-hier, donc du coup ça me paraît limpide ce que tu m'as dit. Voilà, donc il y a toujours cette quête aussi existentielle, et puis il y a toujours le même thème de la solitude aussi qu'on retrouve régulièrement chez Spike Jonze dans Her, avec cet amour avec Loès, voilà. Il y a d'ailleurs, je sais pas si vous en avez entendu parler, en Chine il y a une appli qui a été créée, une sorte de chat robot, ils appellent ça comme ça, où tu peux chatter avec une IA, hein, c'est ça. Une intelligence artificielle, non? Ouais, je crois que c'est Xiaol, c'est un truc comme ça. Et 24 heures sur 24, et t'as ton mec ou ta meuf parfaite qui communique avec toi dès que tu le souhaites, et qui répond à un certain besoin émotionnel, puisque du moment,
enfin parce que de plus en plus on a de plus en plus de mal à communiquer entre humains. Ah bon. Pourquoi on s'emmerde en étant en couple? Pourquoi on n'a pas chacun cette appli? Un robot, hein, c'est vrai. Surtout que dans Her, c'est Scarlett Johansson. Oui, en plus, autant aussi. c'est vrai. Qu'elle se vance, ta plus je la prends. Non, Et on est mieux à deux. Dans Max et Maxi Monstre aussi, tu as cette notion de solitude avec ce petit garçon Max qui s'échappe de sa cellule familiale parce que ça, je crois que sa sœur se moque de lui, sa mère est trop occupée par son nouvel amant et donc du coup il se retrouve tout seul et il s'échappe sur une île un peu imaginaire avec des monstres et tout. Et donc il y a toujours cette idée de solitude et de volonté d'appartenance quand même. Et de vouloir quand même s'adapter à la société puisque dans Max et Maxi Monstre, je sais pas si vous l'avez vu ou souvenu. Non Ouais, je l'ai vu avant-hier aussi. Parfait. Genre la journée elle était très longue. Il y a un moment Avec James Gandolfini. Ouais, dans la fin, vers la fin du film, t'as un cri de ralliement du coup c'est le hurlement du loup. T'as un des monstres qui hurle. Et t'as Max qui lui répond et ils arrivent à s'accorder comme ça avec le aouh, tu vois, du loup. La tonalité du. J'ai pas compris. Refais-le. Aouh. Ah ouais. Elle fait bien. Voilà. Et dans Adaptation, il y a le même style de scène où t'as Meryl Streep qui demande à John Cusack d'accorder la tonalité afin de se retrouver sur la même fréquence. À la scène au téléphone, c'est ça. Ouais, voilà. Quand elle est droguée. Quand elle est vraiment Quand droguée. elle est droguée. C'est quoi cette drogue verte? C'est la poudre issue des orchidées, il me semble, qui sniffe. Et ça leur donne ok. Parce qu'à la base, c'était les Amérindiens qui faisaient ça. Et puis, c'est pour ça que c'est eux. C'est pour ça d'ailleurs que La Roche s'entoure d'un groupe d'Amérindiens parce qu'il y a que eux qui ont le droit Qui connaissent, de prélever la fleur. Prélever la fleur. Mmh. Voilà. Je peux juste revenir sur ce que tu disais. C'est marrant parce que on parle souvent, plusieurs émissions, justement des auteurs. Qu'est-ce qu'un auteur, surtout au cinéma, c'est qu'il a des thématiques qui lui sont propres et qui reviennent de film en film. Quand on voit dans un peu John Malkovich ou Adaptation, et comme on disait tout à l'heure, la mise en scène de Spike Jonze s'efface au profit du scénario de Charlie Kaufman et même de son personnage parce qu'on est dans la mise en abîme. Pourtant, effectivement, quand on voit les films comme Her ou comme Max et Maxi Monstre, qui n'ont pas été écrits par Charlie Kaufman, tu vois, et ben pourtant, il y a effectivement des résonances, tu vois, avec les films précédents. Est-ce que Spike Jonze a calqué son cinéma, tu vois, autorisant sur Charlie Kaufman dans ses productions suivantes, ou alors tout ça était déjà en germe, tu vois, ou alors il a pris le scénario de Charlie Kaufman parce que justement ça lui parle, tu vois. Est-ce qu'on est véritablement dans une œuvre collective, ou alors il y a un auteur, et en l'occurrence là c'était Charlie Kaufman, où effectivement tout ça est très collectif. Moi c'est des sujets, moi ça m'intéresse toujours, tu vois, de savoir qui est l'auteur d'un film. En tout cas, envoie-lui un mail. Il m'a pas répondu. Quel goujat. Je l'ai envoyé à Donald du coup. Spike. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Nicolas Cage, en tout cas, a dit que il avait, en lisant le script, il avait sa propre vision pour jouer le personnage dans le film, et en fait, il a juste écouté les directives de Spike Jonze et il a eu un Oscar. Du coup, il s'est dit que c'était pas trop mal comme. Il a chopé un Oscar, Nicolas Cage, pour ce film. Il me semble. Nomination. Je crois un Golden Globe. Et nomination. Je crois qu'il a eu un prix du coup. Sur le DVD là, c'est marqué là. Je crois qu'il a eu un Golden Globe. Nommé aux Oscars. Et nommé aux Oscars. Tu peux te lever, vas-y, va le chercher. Cooper a chopé un Oscar du meilleur second rôle. Et Charlie Kaufman, je crois qu'il a reçu l'Oscar du meilleur scénario. Nominé 4 fois à l'Academy Awards 2002. Winner Chris Cooper. C'est ça. Ouais, le gagnant Chris Cooper. Best Supporting Actor. Bon, en même temps, pour ce que ça vaut les Oscars. Hein. un jour, on en parlera peut-être dans une rubrique actu quand il y aura les Oscars. Mais ouais, c'est devenu, oui, c'est sûr que. Non, mais ça a toujours été. Enfin, c'est une film historique les Oscars. Enfin, de toute façon, on fera un jour une petite thématique, à savoir est-ce que une œuvre d'art mérite-t-elle un prix? Qu'est-ce qui peut, tu vois? Quelle œuvre, qu'est-ce qui fait qu'une œuvre mérite un prix? Pourquoi, non, la question bateau. Pourquoi y a-t-il une compétition dans l'art? Sûr, ouais. Tu vois, à un moment donné, faut arrêter. Mais ça n'enlève en rien que Chris Cooper, il a mérité son Oscar, voilà. Oui. Nicolas Cage, la nomination aussi, on est d'accord. J'avais juste envie de revenir sur un truc, c'est une petite note par rapport à l'orchidée, à la représentation de l'orchidée et à sa signification. Moi, je pensais que c'était une sorte de comment dire,
comparait les femmes et les orchidées. Je sais pas pourquoi. Oui, moi j'ai j'avais eu l'impression que cette, c'était une des deux l'écart. Bah, c'est le sexe. Le sexe. Enfin, voilà. C'est ça. C'est le Ouais. sexe féminin. C'est Ouais. ce que j'ai Ah bah non, cru. enfin, Oui, il y a Il y a la les deux, forme de il y a les l'orchidée, il y a et le pistil. en fait, orchis, en grec, j'ai regardé, hein, ça, Oui, oui. ça signifie J'espère bien. bourse ou testicule. Bah voilà. C'est un côté très érotique en fait, cette fleur. D'où Je- la masturbation. Voilà. Ah, voilà. Donc il y a pas dans mal le de film. connotations effectivement La boucle est bouclée. Mais sexuelles. dans l'esthétisme de la plante elle-même, ça représente bien. Bah, enfin, t'as quand même- bien. Enfin, je sais pas si ça représente bien, mais il y a quelque chose qui fait référence au sexe féminin Et a priori, aux bourses aussi, masculines. ben oui, ben voilà. Donc, en fait, ce serait une plante transgenre. Transgenre. Et le film est transgenre. Puisqu'en fait, il y a de la C'est fiction hybride. se mêle, voilà, c'est ça, une Tout comme Charlie hybridation. Kaufman, du coup. Bah, il y a une hybridation entre la fiction et le réel. Et sachant que le réel n'existe pas puisqu'il passe au travers du prisme de la fiction. À travers le tamis. Oui, avant je parlais de Tammy, oui. Ah, moi j'avais dit que j'avais eu un ressenti particulier hein, pour ce film, hein, effectivement. C'est ce qu'on te demande. Enfin, c'est C'est ce qu'on te Ah, mais non mais. c'est pas commun quoi. Donc du coup, tu voulais aussi parler, toi, Eleonore. Toi, t'as beaucoup la parole, mais c'est bien. Tu voulais aborder le thème de la sémantique du mot adaptation. Ah oui, bah ça on aurait pu le faire. Eh ben, c'est moi qui Ah décide. bon Bah, je le Oui. fais maintenant. Chef, à vos ordres. Oui, bah l'adaptation, bah déjà il y a l'adaptation cinématographique de l'œuvre en tant que telle, Mhm. l'adaptation de l'être humain de façon générale, parce qu'on le voit au début du film, on revient à la louche, je sais plus c'est quoi, c'est 13 milliards d'années, il y a 13 milliards d'années Mhm. à peu près, 7 milliards d'années. La naissance avec de la, l'univers. voilà c'est ça. Je m'en souviens, avec la- j'étais là. Avec Thierry, avec Thierry. Thierry. C'est qui Thierry? C'est qui Thierry? J'allais dire avec Thomas Pesquet. Avec- Ah, encore lui, oui. Thierry. N'importe quoi. Oui, on voit à l'époque où la Californie était encore sous la lave et les météorites et tout, et on voit des silhouettes de singes, donc ça fait référence à la théorie de Darwin. Il en La fait théorie- référence dans le La film, théorie de l'évolution, voilà. Et puis ça finit sur un gros plan où tu as la naissance l'accouchement d'un enfant. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il a utilisé cet effet d'image par image d'archives et d'accélérer aussi cette technique avec un comment t'appelles ça, un truc le time lapse, c'est d'accélérer les Il en images. a fait beaucoup dans le film là. Il en a Il a fait fait, plusieurs ouais. fois, ouais. Ah oui, au début et à la fin. ouais. Tout à la Le fin. film. ouais. Oui, avec le bac à fleurs là. C'est ça. Mhm. C'est ça, ouais. Et puis il y avait aussi l'adaptation de l'être humain de façon plus individuelle, puisque là on va pas revenir là-dessus, mais c'était l'adaptation de Charlie Kaufman dans la société, sachant qu'il était pétri de craintes, de névroses, de complexes, etc. Comment fait-il pour s'adapter dans une société dite formatée? Et puis l'adaptation de la fameuse orchidée fantôme qui est qui est très précieuse, donc peut-être Ça- donc qui est rare, donc peut-être précieuse. Enfin voilà. Puis qui s'adapte à son environnement. Voilà, qui sait ça pousse s'adapter dans- à son Ça environnement. pousse Ouais. quand même dans les marais. Et l'amour, l'adaptation à l'amour. Et oui. Et moi, je vais être un peu plus pragmatique, mais il y a aussi une adaptation au système hollywoodien et aux attentes supposées du spectateur. Ce Exactement. qui explique le dernier tiers. Exactement. Eh oui. Voilà. Un peu- L'adaptation un peu de l'œuvre thriller. en elle-même. Voilà. Parce que vous, en tant que spectateur lambda, je Oui. m'adresse à toi, c'est toi que je regarde, Mike. C'est mon nom de famille. Bah, tu- Mike Lambda. Ouais, tu t'attends, tu es. Tu t'attends et tu espères qu'à un moment donné, Il y aura bah, quelque chose qui va se l'histoire passer. va se décanter, qu'il y aura un petit peu d'action et ça survient à la fin. Donc du coup, Je suis repu, c'est bon. c'est ça, exactement, voilà. Digère bien et il s'adapte effectivement, à ces contingences-là et ce qu'on disait au dictat supposé des attentes du spectateur. Est-ce qu'il aurait pu faire autrement? À la Finalement, fin, le dernier tiers, Ouais. il aurait pas pu faire différemment. Parce que en fait, le dernier tiers est une réponse globale au film. Tu vois, le film n'a pas lieu d'être effectivement s'il accepte pas ça, parce que du coup, tu enlèves toutes les séquences là au séminaire, tu enlèves toutes les discussions avec son frangin, tu enlèves toutes les discussions qu'il a aussi avec son agent. Le dernier tiers est une réponse dans sa généralité. Non, au mais film. je voulais parler du côté un peu thriller du film. Est-ce qu'il aurait pu faire autrement et pas mettre un peu d'action dans la fin du film? Mais du coup, ça. J'ai pas ça compris. Je comprends pas la question. J'ai pas compris, j'ai l'impression déjà d'avoir répondu. Ah bah non, bah alors Oui, c'est ça- moi qui ai mal. Ça desservait. Attends, le propos. attendez, j'ai la régie qui veut parler. C'est ça.
Ben c'est ce que je viens de répondre. Est-ce qu'il peut s'affranchir? Mais non, il peut pas s'en affranchir parce qu'effectivement, il a besoin. Merci la régie. Il a besoin de ce dernier tiers pour justifier tout ce qui a été écrit précédemment. D'accord, ok. Parce que Ben, non mais Oui, non, mais j'essaye de comprendre. C'est un film assez complexe. mais t'as remarqué hein, comme je me suis j'avais énervé, Bah, oui, compris, hein. parce que mais personne comprend ce que je raconte. C'est comme ce film, il est incompréhensible. Non, Mais- tu as très bien raconté. On a tout compris. Merci. Mais du coup, on répond à cette question. Doit-on s'adapter au risque de se compromettre? Eh ben, évidemment, il s'adapte au risque il s'adapte au risque de se compromettre. Bah, c'est ça, il compromet en fait. Enfin, il se compromet parce que toutes ces revendications, la manière dont il voit, donc je parle là du cinéma, de l'art en général, et ben du coup, il s'assoit complètement sur ses certitudes. Exactement. Parce qu'à un moment donné, il faut plaire, il faut que son scénario soit acheté, et il faut que nous spectateurs, on ait envie de regarder le film, sachant comme tu disais tout à l'heure, le type qui fait le séminaire, Robert Mackie, dit que l'essentiel c'est de réussir la fin. Donc il faut que la fin soit spectaculaire. Et avec ce climax, ce dénouement, en fait, non, c'est le pré-dénouement. Hein, c'est vraiment comment on appelle ça, c'est cette espèce de quintessence narrative quand le frangin meurt. Et ça, c'est important. Il faut qu'il y ait de la dramaturgie en fin de film. Mais du coup, il y a de la compromission, il se compromet en amour, c'est pareil. On peut faire le parallèle effectivement, comme disait Léonore. Meryl Streep, elle tombe amoureuse dans cette partie fictionnée, tu vois, de Cooper. Et pourquoi? Parce que du coup, elle se sort de sa condition. Elle compromet même son avenir en tant que journaliste, puisque du coup, bah voilà, elle est complice d'un trafic de drogue. Donc il y a cette compromission aussi professionnelle, il y a cette compromission en tant qu'épouse. Il y a une scène très cool, c'est la scène du repas où elle est en train de rigoler de lui avec tous ses potes. Genre il a pas de dents, ça doit être bien pour les pipes. Etc. C'est là où tu vois que c'est une grande actrice, hein. Ouais. Parce qu'elle ne dit rien, juste avec sa manière, tu vois, de réagir. Transparaît à l'écran. Ah ouais. C'est là que c'est fort. Bravo Meryl. Bravo Meryl. Je savais que elle avait du potentiel. Mais Un jour, elle réussira. Un jour, elle pourra aller loin. Parce que ce film date de 2002, je pense d'ici 10 ans, elle est mature. Ouais. Peut-être un Oscar. Ce qui lui manque, c'est un Marvel. En sérieux? Ouais, mais bien sûr. C'est vrai. Ant-Man 3 ou 4 avec Meryl Streep qui joue Une abeille. un moustique sur un pare-brise. Voilà. Qui aurait Avec la réussi. participation de Meryl Streep. C'est ça. Sur Bah, sur l'essuie-glace. Non mais sans déconner. Franchement, cette dame, c'est tout joué. Ouais. Moi, et le pire, c'est que moi, très longtemps, même si la plupart des films dans lesquels je l'ai vu, j'ai toujours apprécié ces films-là, mais j'avais toujours un a priori parce que elle correspondait un petit peu, voilà, à l'actrice que tout le monde aime, tu vois, que tout le monde a toujours été revendiqué comme la grande actrice américaine. Mais en même temps, ouais, c'est vrai que c'est pas volé, quoi. Ouais, elle joue bien la tristesse. Hein, Mais oui, et même quand elle a un séminole qui la regarde, qui dit mais en fait, enfin, c'est un puissant fond de tristesse, quoi, votre regard. Ouais, elle le fait bien. Ok, bon, il est temps pour nous, je pense, si personne n'a plus rien à rajouter, à passer à la seconde partie de cette émission. On va traiter la filmographie de Jean-Claude Van Damme et du film Pixar Luca. On attend derrière le micro Juju qui nous rejoint tout de suite. Jean-Claude Van Warenberg. De son vrai nom. Moi, je me suis arrêtée au Chevalier Lumière dans les années 80. Donc je laisse la place à. Moi, je me suis arrêté à Aware, c'est tout. Franchement, Franchement, je sais tout. C'est vraiment un bon acteur. non mais Mike, t'as jamais vu de film de... Non, jamais. Mais je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais. T'as pas vu quoi? T'as pas vu les films de Jean-Claude? Non, je retiens son grand écart avec sur les rétroviseurs des camions là. La danse dans le restaurant thaïlandais. Là, voilà. Vietnamien. En débardeur noir. Il est pas en... Ouais, Ça, c'est dans Kickboxer. Ah, alors j'ai C'est peut-être en vu Thaïlande C'est en Thaïlande? Ouais, c'est ça. C'est les gars, c'est dans le Kickboxer. Si vous faites le listing. Bonjour Julien. Bardeur. J'avoue. Ah, non mais alors maintenant, sans déconner, t'as tendance un peu à parler de nous, et là je vais parler de moi, Jean-Claude Van Damme, quand moi j'étais gamin. Donc autour de cette table, pour la plupart, on est des enfants des années 80, adolescents dans les années 90. Jean-Claude Van Damme, c'était quelqu'un de hyper important, sans déconner. Au même niveau qu'un Schwarzenegger ou qu'un Stallone. On est d'accord, il a malheureusement pas la même filmographie que les deux gros mastocs, mais Jean-Claude Van Damme, c'était hyper important. On sait très bien, en fait,
Jean-Claude Van Damme l'a dit par la suite, il est devenu une marque. Et c'est vrai qu'on regardait un Van Damme. Mais en même temps, à l'époque, on regardait un Schwarzenegger, on regardait un Stallone. On s'en foutait en fait de l'histoire. Ce qu'on voulait voir, c'était Van Damme qui castagne des gars. C'est vrai. Et on y allait pour ça. Et quand c'était fait et que c'était bien fait, on était content. Moi, c'est vrai que depuis de nombreuses années, même si maintenant c'est un peu réhabilité, Mike en avait parlé tout à l'heure, pourquoi on parle de Jean-Claude Van Damme ? Parce qu'il y a une série de films qui sont proposés sur Netflix, dont une dernière production originale Netflix qui est sortie. Le dernier mercenaire, un truc comme ça. Alors, bon, moi, je sais pas si vous voulez vous attarder là-dessus, moi je m'y attarderai pas parce que c'était pas très bon. J'ai vu une demi-heure, j'ai arrêté. Voilà. Mais le Jean-Claude, ouais, des années 80, des années 90, moi, il y a des films, ouais. Bloodsport, Kickboxer, Full Contact. Je sais pas si vous avez la même vanne quand on était gosse. Quand on était gosse, je disais toujours, qu'est-ce qu'il fait Jean-Claude quand il rentre dans une voiture? Il fout le contact. Non mais ça, je faisais aussi. Non, mais pour te dire à quel point, en fait, l'aura de Jean-Claude Van Damme était importante. C'était dans les cours d'école, on parlait des films, on se refilait les films en cassette vidéo. On parlait de Bernard Tapie et de Jean-Claude Van Damme. Dans les cours d'école, ouais, c'est clair. Ouais, bah oui, de l'OM en 91, c'est ça, ouais, en 93, ouais, d'accord. Mais est-ce que finalement c'était des vrais bons films, les films de Jean-Claude Van Damme? Ah, punaise. J'espérais que personne ne pose cette question. Oui, il y en a eu. Mais qu'est-ce que tu attends aussi quand tu vas voir le film de Jean-Claude Van Damme? En fait, c'est juste qu'il a eu une période où... Je veux dire, là, vous parlez de la nostalgie des films d'action des années 80-90, de le personnage qu'il représentait, mais cinématographiquement parlant, est-ce que ces films étaient des bons films? Oui. Non, alors oui, il y en a. Moi, alors, ok. Il faut savoir effectivement, il faut savoir de quoi on parle. À l'aune des films d'action des années 80-90, oui, il y a des Van Damme qui sont bons. Moi, je pense, par exemple, à Time Cop. Time Cop, c'est un super film. D'ailleurs, je crois que c'est le film qui a le mieux marché. Film, qui a marché le mieux. C'est vraiment un chouette film. Alors, Bloodsport, c'est compliqué. Bloodsport à revoir maintenant, même si c'est le film qui a fait de lui une star. Il y a des séquences, c'est limite un peu raciste. Tu vois, donc c'est très compliqué à voir. Ça, quoi. à la limite, ça s'excuse, mais c'est des années. Ça se remet dans son contexte. Ça se remet dans son contexte. Mais après, il faut se dire, vous qui êtes des gamers, je sais pas, enfin, si vous avez. C'est un jeu vidéo. Mais c'est voilà, si vous avez joué à Street Fighter ou des trucs comme ça, mais Kickboxer, Bloodsport. Mais à l'origine, en plus, si je dis pas de bêtises, il y a même un jeu vidéo qui, à l'origine, aurait dû être un film brandé Jean-Claude Van Damme, c'était Mortal Kombat. Les mecs qui ont développé, Lolo, tu me confirmeras ou pas, mais il me semble que les gars qui ont voulu, à la base, qui ont fait Mortal Kombat, à la base, ils voulaient faire un film sur Jean-Claude Van Damme. Je pensais Street Fighter, tu vois. Bah non, mais non. D'accord. Mais même si tu prends Street Fighter, le personnage de Guile, c'est Jean-Claude Van Damme. Et ben, tu vois justement le personnage qui est Jean-Claude Van Damme, c'est Johnny Cage. Ah bah oui, bah voilà. Oui. Johnny Cage qui fait d'ailleurs le grand écart, qui a les lunettes, et son attaque un peu son spécial, et c'est le coup de poing dans les. Exactement, mais c'est ça. Mais Jean-Claude Van Damme. Moi, j'ai regardé justement. Mike, c'est sérieux là. On parle de Jean-Claude Van Damme. On peut pas faire de la vanne. Tu sais quand on parle. Elle est passée à travers. Non, mais quand on parle de films avec Charlie Kaufman, on fait de la vanne parce que voilà. Okay. Mais là, c'est sérieux. On parle de Jean-Claude. Ok. Excuse-moi. Mais il a bien fait de me remettre droit dans mes bottes. Et t'as vu le foie que ça a jeté? Non, mais c'est normal. Attends, je crois que j'ai une je dis des conneries, je fais des conneries. C'est normal que je sois mis au coin. Quoi? En tout cas, ouais, pour reprendre le débat, revenir sur ce que tu disais, c'est exactement ça. Enfin, il en a fait, je sais pas combien, d'ailleurs, des films de tournois. Sans parler du film que lui-même a fait, le grand tournoi, le machin. Enfin, c'est tout le temps la même chose. Mais franchement, son meilleur film de cinéma, c'est pas JCVD? Si. Non. Peut-être. Sa meilleure interprétation, peut-être. Surtout, je pense à cette fameuse séquence où il est face caméra, où là, putain. Non, c'est une thérapie qu'il a fait pendant ce film. Gratos, mais il le dit de son aveu, hein, il le dit aussi. Lui, il a eu. Mais t'as raison. Il y a quelque chose d'extrêmement thérapeutique. Et en même temps, cette fameuse séquence face caméra, tu te dis. Enfin, c'est la première fois, je me disais, merde, il y a un véritable potentiel d'acteur. Mais moi, il m'a fait pleurer, Jean-Claude Van Damme. Et moi, j'ai chialé. Cette scène, moi aussi. Moi, je l'ai vu au Cinoche, et je te jure. Et je l'ai vu au Cinoche, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Je me suis dit, waouh, il y a Jean-Claude Van Damme qui me fait chialer au cinéma. Enfin, je pensais pas que ça arriverait un jour. Et vraiment, ouais, bravo. Ah oui. Sa vie est chaotique en même temps. Mais c'est, en plus, ce qui est dingue, c'est que, là, en plus, en travaillant là-dessus, j'ai écouté pas mal de ses interviews, et Jean-Claude Van Damme, quand il fait des interviews, il faut s'accrocher. Faut le suivre, quoi. Le problème, c'est qu'il digresse et il part en sucette très rapidement, même. Alors qu'il est assez visionnaire quand il est dans la chair. Il y a plusieurs choses. Déjà, Jean-Claude Van Damme, avec le streaming, ouais. Non, mais
Il y en a plein des trucs comme ça, des déclarations comme ça qu'il a et qui, si tu prends juste un petit morceau, tu vois qu'en fait il est pas bête. Des fois il a des réflexions qui sont très intelligentes. C'est juste que il y a plusieurs choses qui ont eu. C'est que déjà c'est un Belge qui part aux États-Unis. Ah, j'ai eu peur. Déjà, le mec, putain, il part avec handicap, c'est un Belge. Non, mais tu sais quoi, alors là, mais il y a des interviews de là Jean-Claude déjà, Van Damme alors, quand il les retrouve. je fais juste une petite parenthèse pour nos auditeurs belges. C'est les deuxièmes plus grands auditeurs de la nuit américaine. C'était pas du tout voulu, hein. On les aime, nos amis. Mais oui, on les adore. Je suis pas en train de dire que ça va pas parce qu'il est belge. Je dis juste que le gars, donc il est francophone. Voilà, il est francophone. Mais non, mais il est d'ailleurs avant qu'il part aux États-Unis, non, c'est un mec qui réussit bien. Hein. Il a une salle de sport qui marche bien. Il roule en voiture de sport. En Belgique, il est bien. Et quand tu l'entends, quand il est jeune et qu'il fait une interview, il est absolument intelligible. Il part pas en sucette. Il y a pas de problème. Et après, il est allé aux États-Unis. Mais le gars, il va aux États-Unis. Donc après, pendant tout le temps où il est là-bas, déjà, il apprend le mandarin sur le il a 22 ans. Il a 22 ans. Et il revient, il est catapulté des fois. En plus, à ce moment-là, c'est compliqué parce qu'il revient en France faire des interviews. En plus, des fois avec des gars qui sont pas sympas parce que le but c'est de l'attaquer. Hein, c'est un peu passif, agressif, mais des hardissons, les mecs comme ça, ils aiment bien faire ce genre de choses. Et pour te donner un exemple simple, un gars comme Van Damme qui est justement entre deux langues, à un moment donné, il veut dire milliard. Tu vois, il trouve pas son mot et il dit billions. Tu l'entends ça, il dit billions. Donc quand toi tu sais que tu parles anglais, il vient de dire milliard. C'est pas n'importe quoi ce qu'il dit, c'est de quoi il parle. Et tout le plateau, le repas, on le reprend en lui disant non mais c'est millions, pas milliards. Genre, il a aucune notion de ce qu'il est en train de raconter, alors qu'en fait pas du tout. C'est juste. Ils le prennent pour un rigolo. Voilà, et il y a plein de moments, voilà le coup du aware. Moi quand il a dit aware, le mec, mais je me suis vu, c'est-à-dire t'as des gens qui ont juste tout simplement pour moi c'est de l'empathie. Et ils sont à l'écoute de tout ce qui se passe autour d'eux. Et comme il est très à l'écoute, quand tu dis, tu renifles, tu vois, tu vas mouchoir. Quand il fait ça, ça veut juste dire, que je fais attention à toi, et que sur le coup, je me rends compte que, tu renifles, t'as besoin. Mais c'est devenu aussi un tic, ce genre de choses, où tu mélanges le français et l'anglais chez les, un peu les bobos ou les hipsters ou les choses comme ça. Ils utilisent beaucoup de. Oui, mais là, ça n'a rien à voir. Non, mais d'accord. Lui, il est pas dans la posture. Non, il est pas dans la posture. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un, il est naturel. C'est le seul comédien vraiment star qui, quand se présentait dans une émission, il était nature. Alors évidemment, il était très souvent sous substance et voilà, comme tu disais, il a une vie très de la verveine. Mais moi je tiens pas forcément à m'attarder sur ça parce que c'est hors cinéma. Mais moi ça me révolte au final, tu vois. Ce qui a pu faire rire pendant 2 secondes, au final, c'est pendant une décennie, c'est devenu le bon client dont on se moquait. On a invité Jean-Claude Van Damme pour foutre sa gueule. Donc que ce soit chez Ardisson, que ce soit chez je sais pas moi, je sais pas dans quelle émission bêta, et ben en fait on se passait en boucle des images de Van Damme pour dire comme il est con. Bah non, il est pas con. Petite aparté aussi, très rapide, si vous voulez voir un truc pour compléter, Mouloud Achour, c'est le journaliste chez Canal. Oui, il a interviewé. Génial. Tu l'as vu? Génial interview. Génial. Justement, où il parle de son ressenti pendant ces interviews-là, quoi. Et où il explique clairement que, en fait, il explique pourquoi et qu'en fait, il sentait que les gens rigolaient de lui et que ça le faisait chier, quoi. Et dans JCVD, c'est il parle aussi de ça dans le film. Hein. Ouais, il parle aussi. Mais oui, c'est un bon client. Mais en même temps, moi, je prends le côté très positif du bon client, c'est que moi qui aime le cinéma, qui aime la carrière de Jean-Claude Van Damme, quand Jean-Claude Van Damme, là c'est Nathan, il vient en interview, mais il te raconte 1000 anecdotes sur les tournages. Et sans déconner, l'écouter parler, il est extrêmement volubile, il bouge, il court partout, mais il te raconte des trucs, mais moi je bois ses paroles, c'est toujours trop court. Je dis putain, mais il te raconte plein de trucs que d'autres ne racontent pas sur les tournages, comment ça se passe et tout. Enfin, c'est formidable. Moi, je voudrais, on en parlait tout à l'heure en off, voir un film, un biopic sur Jean-Claude Van Damme ou une émission complète où Jean-Claude Van Damme nous fait sa masterclass. Mais vraiment, une masterclass de Jean-Claude Van Damme, et je dis pas ça pour faire le malin, mais je suis sûr que ce serait hyper intéressant. On va lui envoyer une invitation. Allez, c'est parti. Il va venir derrière ce micro et puis nous faire une petite masterclass. Surtout que, donc Jean-Claude, je l'appelle Jean-Claude. Hein. On est quand même vachement proche. Tu l'aimes tellement que. Mais c'est ça, c'est mon JC. Jules le disait tout à l'heure. Il disait donc il a mis un film en scène. Bon,
Il a été aidé beaucoup par Peter McDonald, qui était aussi deuxième assistant réalisateur sur plein de films, ou chef-op, tout ce que tu veux, et qui a fait beaucoup de séquences du film. Et Jean-Claude, lui, principalement, s'est occupé des séquences de baston. Mais pour te dire que c'est pas juste un comédien. C'est le mec, donc il met en scène, il a fait du montage. On en parlait aussi tout à l'heure en off. Le Bloodsport, en fait, n'aurait jamais dû sortir en salle. Donc la première mouture qui a été montée, enfin c'était une aberration. La Canon voulait pas le distribuer. Parce qu'on dit non, c'est une merde, on va l'envoyer directement en direct ou vidéo. Et c'est Jean-Claude qui a remonté le film pendant des mois pour avoir le Bloodsport qu'on connaît. Donc le mec, c'est un mec qui s'intéresse au cinoche. On est d'accord, c'est pas Orson Welles. Il a pas la prétention d'être Orson Welles, tu vois. Mais c'est un mec qui s'intéresse au cinoche. Par contre, depuis quelques années, je pense aussi depuis JCVD, depuis la réception de ce film-là, il a la prétention, peut-être pas d'être Marlon Brando, d'être Laurence Olivier, mais d'être quand même un comédien. Souvent, il se réfère maintenant, quand tu l'entends en interview, à Alain Delon. Bon. Et moi, le problème, c'est que à partir du moment où il a commencé, excuse-moi Jean-Claude, là je vais être un peu médisant, mais à partir du moment où il a commencé à faire un parallèle avec Alain Delon, il a pris le côté d'Alain Delon, c'est dans ses films un peu sérieux, de l'introspection, du comédien qui ne montre rien. Donc très souvent, il était inexpressif. Ou alors, des fois, il était tout le contraire. Donc pour être, soit il était dans la caricature over the top à la Nicolas Cage, survitaminé, le Jean-Claude qu'on connaît, tu vois, ou alors voilà, très dans le dedans. Mais voilà, ça en fait pas un comédien. Ça, je veux dire, ces prestations-là, non. Mais il y a d'autres prestations, il était très bon. Répliquant, je suis désolé, je suis en Non, vas-y, t'es enroulé. Mais... le temps est extensible comme l'univers. C'est beau ça, ce que tu dis. C'est ça, ouais. Bon, j'ai repris ça de quelqu'un. Quelqu'un a vu Répliquant de Ringo Lam. Ouais. Bah, c'est génial. Là, pareil, il a un rôle double, donc il. Je crois que c'est sur Netflix. Ouais, j'ai adoré le voir jouer le tueur en série en fait. Ah, il est le tueur, puis il est le clone qui se fait un peu marave. Mais comme je veux dire, la palette qu'il a dans ce film-là, elle est dingue. Tu sais à quoi j'ai pensé quand j'ai maté Répliquante, parce que en fait, comme je sais que c'est justement pendant la période où il a fait la promo de Répliquante, où c'est parti en sucette, notamment en France, devant les caméras. C'est là qu'il a dérapé, et c'était sur une première de Love Story, je crois. Oui, c'est ça. Un truc comme ça, ou peut-être pas une première, mais il est invité sur le plateau. Et ouais. Ah oui, Aziz, oui. Ah oui, c'est là, il engueule le public et il dit c'est pas de la merde ce que je raconte. Ouais, en fait, il sort. Ouais. En fait, non, mais c'est ce que disait Mathieu, c'est qu'il est complètement entier. Et il est en train de le prévenir des dangers de la drogue, dans laquelle il est jusqu'au cou à ce moment-là. Et tout est un peu parti de là, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est dommage. Mais en fait, Répliquant, donc je regarde le film. C'est vrai que je me dis, et j'ai pensé à un film où le mec il dit Never go full retard. Ah oui, c'est Tropic Ah ouais. Tropic Ah, Thunder. Never go. Ok. Never. Tu peux jouer un mec à côté qui est bête, mais jamais complètement. Il faut toujours qu'il ait un truc spécial. Enfin bon, bref, parce que les premières scènes sont quand même très très drôles. De son clone, quoi. Tu vois, qui petit à petit découvre le monde extérieur, quoi. Ouais, il y a un côté La Belle au bois dormant qui se réveille. Mais c'est Jean-Claude qui le joue quand même. Donc. Ah mais franchement, oui, non mais je vois ce que tu veux dire. Mais sans déconner, l'opposition entre les deux personnages et la façon dont il interprète les deux personnages, bah moi je trouve que ça fonctionne. Et puis putain, et en face, il y a un Michael Rooker, mais qui lui en met plein la gueule, hein, parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment vénères. Et apparemment, Michael Rooker disait à Jean-Claude, il disait bon, je retiens un petit peu. Il fait non, retiens pas. Vas-y. Et il lui en mettait plein la gueule. Et vraiment, il a vraiment pris des coups dans ce film-là. Et pour te dire, c'est l'acteur studio, hein, Jean-Claude. Hein. C'est Jean-Claude, Robert De Niro, même combat. Messieurs, il est temps de faire redescendre l'adrénaline, la testostérone, en parlant la sensibilité de Jean-Claude. La sensibilité de Jean-Claude. Mais oui, parce que Jean-Claude Van Damme, c'est pas que ça. Ah, oui. Non, mais, oui, alors 5 minutes. Ok, juste un petit tour de table. Les films que vous conseillerez. Toi, Mike, le film de Jean-Claude Van Damme que tu conseilles. Aucun, parce que je les ai pas vus. Sors. Ce silence, ce blanc. Bah, je les ai pas vus. Aucun. Bah, j'ai pas mémoire, en tout cas, d'avoir vu. Il y en a, vraiment. Même genre, comme Time Cop ou Universal Soldier. Moi, j'aime pas la bagarre. La bagarre. Non, mais ce que vous dites me donne envie, et puisque c'est disponible sur Netflix, je vais me faire des séances. Alors, il y a pas que les meilleurs sur Netflix. Non, mais il y a Time Cop. Tu m'as dit que c'était un bon film. Sur Netflix, je crois que tu peux voir Time Cop et Répliquant.
Kickboxer. Inferno crois aussi. Ouais, Kickboxer. Alors, Full Contact. Ouais, alors, Inferno, faut le voir. Inferno, c'est de loin pas son meilleur film, mais c'est un film qui est tellement bizarre que je trouve assez génial. Parce que il y a des séquences qui s'enchaînent qui, je sais pas, qui se répondent pas bien, mais c'est pas grave parce que t'es dans une ambiance un petit peu, il y a quelque chose un petit peu, je sais pas moi, d'autre, de spirituel ou disons autre. Un peu comme From Hell, non? In Hell. In Ah, Hell, pardon. In Hell. In Hell. Ah oui, From ouais. Hell. In Hell, on est plus par contre dans quelque chose de Ouais, réel, mais tu vois. il y a aussi Mais- des sorties un Dans peu- sa période un peu dure, In Hell, c'est celui, on va dire, qui était peut-être le plus travaillé. Dans l'acting, tu veux ouais, dire ouais, dans Ouais. l'acting, Ouais. puis même derrière, sur le travail qu'il y a sur le film. Et il y a un petit quelque chose aussi je crois que ça faisait longtemps qu'il était un peu, on te le montre quand même assez fragile. Tu vois, justement, ça Ouais. fait toujours un peu, c'est le pendant inverse de ce que la star t'a montré pendant des années. Et alors, ça peut soit complètement foiré, soit bien Et c'est réussi. parce qu'il est bien dirigé. En fait, Ouais, je pense aussi. c'est Ringo Lam qui le dirige et c'est le même qui l'avait dirigé pour Répliquant, justement. Parce que juste ça, faut rappeler parce que c'est hyper important, mec. Sans déconner, c'est hyper Non, mais important. pas de souci. Moi, j'étais juste parti pour avoir un ou deux films à regarder sur Netflix, mais ouais, continue. Non, c'est hyper important parce que Jean-Claude Van Damme, il avait une aura telle qu'il a quand même fait venir des immenses cinéastes hongkongais à Hollywood. Pour le pire ou le meilleur, on est d'accord, mais le premier film de John Woo, Chasse à l'homme. Chasse à l'homme, c'est avec Jean-Claude Van Damme, c'est Jean-Claude qui le fait venir. Ça s'est pas superbement bien passé. Moi, j'adore ce film. Et là, je vais aller plus loin que ça. Personne va me croire. C'est mon John Woo d'Hollywood préféré. D'Hollywood préféré. Oui, mais Volte. Non, Chasse à l'homme. Il y avait Pascal Van Damme. Non, mais franchement, j'adore parce que ce film-là, c'est pas les films suivants qu'il va faire John Woo. Bah, je sais pas. En fait, je vois qu'il fait son cinéaste. Tu vois, tout est tellement calculé. Il y a pas de place à improvisation. Moi, quand je vois Chasse à l'homme, putain, je vois juste du plaisir. Je sais que c'est du plaisir qui est des fois un peu mal branlé parce que ça s'est pas bien passé sur le tournage. Mais putain, moi, je kiffe à mort. Alors, on est d'accord, je remets tout de suite ça à plat. Ça n'a rien à voir avec sa période hongkongaise d'avant. Hein. Parce que voilà, enfin, je sais pas, qu'on parle de Killer, Syndicat du crime. Effectivement, il n'y a pas mieux. Tu vois, et que là, on est largement en dessous. Mais c'est un super film. Il fait venir Ringo Lam, il fait venir Tse Hark. Alors, Tse Hark, c'est une catastrophe. Parce que Tse Hark, il fait Double Team. Et il fait aussi Piège à Hong Kong. Bon, Piège à Hong Kong, ils vont le tourner justement à Hong Kong. Mais c'est une catastrophe. Ces films-là sont une catastrophe. Alors que Tse Hark, c'est un des plus grands cinéastes hongkongais encore vivant. Maintenant, bon, je te parle, mec, je te regarde dans les yeux. Tse Hark, il faut que tu l'apprennes. The Ark. Alors, soit alors, soit ça s'écrit Tsu. Alors, les Français vont dire Dans la Tsu Tsao. Ark, mais en fait, on dit Tse Hark. The Ark. Voilà. Okay. Et Ringo Lam aussi, donc grand cinéaste hongkongais. Ok, donc moi, juste encore 2 films que je pourrais mater sur Netflix et que les auditeurs pourraient mater sur Netflix. Pas là, mais bon. JCVD, Time Cop, il y a JCVD, Time Cop, il est sur- regardez. Je parle dans ce qui est dispo facilement. Non, il est pas dessus. Mais allez, ouais, Chasse à l'homme, je crois qu'il est dispo. Ok, Chasse à l'homme. Et alors, je vais faire Chasse à l'homme et Time Cop. Ouais, on fait ça, ouais. Ok. Fais Répliquant quand même, fais ces trois-là. D'accord. Fait Kickboxer aussi, peut-être. Ouais, putain, c'est Et non, franchement, Et attends, ce serait dommage vous de me ferez pas- une liste. non, mais il faut faire ses premiers films. Effectivement, il faut faire Kickboxer et Full Contact, sont aussi disponibles. C'est dommage de Il y a passer à il y a un ordre. Il y a un ordre. Moi, c'est un de mes préférés. Coup pour coup. Coup pour coup. Ouais, faut le regarder. Bon, on fera une liste Dans tout la à l'heure. prison. On Merci. fera une liste tout à l'heure. Ah, mais il est pas dispo. À Double Impact, c'était vachement bien. Je me souviens. Et à l'époque- Bloodsport. Ouais, enfin bref. Quand j'étais gamin, je l'avais loué au vidéoclub, il y avait écrit Double Impact, Double Van Damme. Parce que et moi, je vois ça, je fais Double Van Damme. Mais Est-ce que c'est 2 fois plus cher? mais c'était 2 fois plus de plaisir. Et tu sais avec qui je l'ai regardé ce film-là? Avec ma rhum. Et ma rhum, elle a adoré ce film. Il est hyper violent. Et je me dis, waouh, c'est vachement bien. Mais bien sûr, maman, c'est vachement bien. Double Van Damme, Double Impact. Bon, Non, mais ouais. on va passer à toute autre chose du coup. T'es sûr? Là, c'est le temps. Il est temps, ouais. Il est temps temps. de passer au studio Pixar. Au revoir, Jean-Claude. Au revoir, Jean-Claude. Et de traiter du film Luca. Eleanor va nous rejoindre pour parler de ce film-là, qui l'a vu autour de cette table. Tout le monde, j'imagine. Ouais, Oui. moi, je vous laisse. Je vous fais des Allez, bisous. Merci d'être Bisous. venu. Hein. Et Retourne dans la bonjour à régie. Jean-Claude. Pour Jean-Claude, quand tu veux. Ciao. Donc, Ciao. 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 Ah oui, parce qu'on parle italien. Parce Eh oui, c'est parce Luca. qu'on va passer à Luca. Ciao, Luca, ragazzi. Buongiorno. Bella ragazza. Luca film Donde des sta? studios Donde sta la monarchie? des studios Pixar disponibles sur Disney+. Moi je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé.
Pareil. Voilà, beaucoup aimé. Alors dis-le sur un ton un peu plus enjoué. Alors je l'ai beaucoup aimé parce que au contraire du dernier, c'était Il y a eu Rai. non, il y a Saul. eu Saul, le film, voilà, Ah oui. qui Enfin, était c'est le dernier qu'on a traité nous. qu'on a traité Ah oui, nous, oui. mais voilà. Enfin, pour moi. Ouais, non, T'étais pas là un peu Ah mais plus non, t'étais pas difficile. là. Ouais. Un peu plus difficile d'accès, même pour les enfants, Mhm. d'ailleurs. J'ai aimé beaucoup. J'ai aimé beaucoup. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le sujet de traité, l'amitié, l'Italie. Ça, c'est chouette. Voilà, c'est ça. Sortir de sa condition. Comment sortir de sa condition. Enfin voilà quoi, ça m'a rappelé plein de choses et puis effectivement. Il y a beaucoup de choses positives dans ce film-là. Loris, qu'est-ce que t'as en... Ouais, c'est pareil. C'est un film que j'ai bien aimé. Moi, c'est le cadre aussi qui m'a vraiment frappé. Oui. La côte italienne, et Pixar, ils ont toujours le don pour faire les environnements. C'est quelque chose d'incroyable. T'as envie de faire pause à chaque plan pour Un film un scruter. village italien très coloré. Ouais, et puis en plus, ils font très bien la transition sous mer sur terre, parce que Oui. du coup, l'aventure. T'applaudis Non, c'est un moustique. C'est Dès que Lolo intervient, Eleanor applaudit. non, c'est Meryl Streep. Ant-Man. Groupie, quoi. Ant-Man. Ça Il a éclaté. a éclaté Meryl Streep. Ah la pauvre. Bon, Fin de c'est- carrière. Fin de carrière pour Meryl. Allez hop, c'est parti. Bon. Donc voilà, donc la transition sous mer sur terre aussi bien, parce que donc le film aussi commence sous l'eau, puisque c'est l'histoire d'êtres aquatiques qui, une fois sortis de l'eau, se transforment prennent l'apparence en d'êtres humains. humains. Et du coup, c'est comme tu l'as dit, une histoire d'amitié surtout, et de aussi comment quitter le cocon familial. C'est ça, ouais, sa condition. Exactement. Donc Pixar, après fait du Pixar, c'est toujours très bienvenu pour les enfants, mais les adultes peuvent rigoler aussi et prendre du plaisir en regardant le film, même si il y a un côté très poétique qui est un peu plus mis en avant que dans d'autres Pixar. Mais qui fait ce côté poétique fait appel aux clichés utilisés par les studios Pixar. On a les clichés, c'est une transition pour lancer Mathieu sur un sujet des clichés. Les clichés, italiens, l'accent, les mains qui parlent, les gros mots. Pasta. Les pattes, les pattes, les gros mots, les Vespa. Là, tout y passe, effectivement. Tout y passe et on est dans les clichés. Et donc Mathieu, qu'est-ce que tu nous racontes au sujet des clichés? Non mais il est marrant Mike. Je suis obligé de vous raconter comment ça se passe quand on fait l'émission. C'est que Mike m'a appelé il y a quelques jours pour T'es toujours obligé de me dénigrer. Mais ouais, mais je raconte. Non mais t'as raison, c'est pas te dénigrer. On parle de Lucas. Et à un moment donné, en parlant du film, on se dit oui, c'est vrai que le film malgré tout a beaucoup de contenteurs par rapport, par exemple à Soul, où c'était plutôt unanime. Là, les critiques, c'était effectivement, le film baigne dans des clichés. Dans des clichés. Ouais. Et je disais à un mec, mais là, je suis pas d'accord parce que pour moi, en fait, un cliché, il existe uniquement quand il est poli par l'usage et par le temps. Pour qu'il soit poli par l'usage et par le temps, il faut que tu en fasses, de ce cliché. Sachant que le film s'adresse à des enfants, pour les enfants, c'est pas des clichés, c'est une découverte. C'est vrai. Ouais. Il découvre l'Italie à travers ces figures un peu archétypales, si on veut, tu vois. Et c'est très pittoresque. Mais pour les enfants, c'est pas un cliché. Ils le découvrent. Donc nous, le problème avec Pixar, c'est le premier, en même temps c'est une réussite, c'est que la qualité de Pixar fait que maintenant, on regarde ça uniquement avec des yeux d'adultes. Et ça m'avait marqué, on avait parlé avec Eleanor quand on avait traité de Soul. Moi, je me disais, mais à qui s'adresse le film? Moi, quand je vois Lucas, je me dis, ça s'adresse à des enfants. Et je suis très content. Parce que du coup, moi, ça me va parfaitement. Je me mets dans la peau d'un enfant qui regarde ce film-là. Et je me dis, mais c'est génial. C'est ça, l'Italie. Anecdote, mon neveu, qui a, quel âge il a? Je vais pas dire des bêtises. 22. 7, a vu le film, il le regarde en boucle. Et maintenant, ma sœur est obligée, à chaque fois qu'il y a une Vespa garée, de le faire monter dessus et de le prendre en photo. Elle m'a dit, je suis obligé à chaque fois qu'il y a une Vespa garée, il est obligé de monter dessus, il demande à monter dessus et se faire prendre en photo sur la Vespa. La Vespa, c'est un objet qui comment dire, c'est un objet immortel, j'ai envie de dire, depuis des années, et c'est encore maintenant, ça marche encore maintenant, tu vois, à quel point l'objet est beau. Alors Pixar qui fait une Vespa, ça va forcément être 10 fois plus beau parce que comme ils le mettent en avant, les couleurs, ça explose. Et puis en plus, c'est l'objet de la convoitise de tout le film. Exactement, donc, tout le monde. Il sublime en fait la culture, en fait, la culture italienne. Même les pâtes, t'as envie de les manger dans le film. Ah ouais. Tout a l'air bon, tout a l'air. T'as même envie de faire leurs courses, participer.
Ah, mais oui, ça, même si elle a Bien l'air sûr. bien balèze. Mais Non, mais Mike s'est remis au sport. Et oui, c'est autant te dire que tu lui maintenant- filmes un vélo et c'est parti. Le Mont Ventoux. après, ce qui est un peu- ce qui est L'année un peu prochaine. triste avec les films Pixar, c'est qu'ils sont toujours tellement bons dans ce qu'ils font dans l'animation tout simplement, c'est que t'as même plus envie d'en parler parce que les standards de qualité sont tellement élevés que alors c'est un peu triste de le dire, triste. Oui, c'est bien, c'est très beau, c'est magnifique et c'est un peu tout le temps le cas. J'ai pas vu de défaut à l'œil quoi dans le film. Il y a pas de moment où je me suis dit c'est un peu chiant ou c'est moins bien animé, moins bien rythmé. Tu veux dire par là que du coup on est tellement habitué à une certaine qualité qu'on s'attarde même plus sur. Ouais, mais c'est vrai, t'as peut-être raison. Ça banalise un peu. Ouais, mais j'ai envie de dire. Faites des trucs un peu plus mais moches. toi t'aimes pas ce. Quoique il est pas tellement 3D. Eh ben, moi, je l'ai vu avec mon fils de 10 ans. Alors, lui, il a adoré. Et moi, je dois avoir perdu mon regard d'enfant parce que j'ai pas du tout été sensible, quoi. Mais tu ça m'as dit t'a que moins- ça t'a tu moins m'as dit que tu touché, t'étais endormi. Pas par l'état de fatigue, juste Alors- ou par l'ennui. Merci, Mike. Ouais. Je me suis endormie une première fois. Je l'ai quand même vu en entier, hein. Je l'ai Oui, vu en en deux fois. Voilà. Ça m'a pas passionné. Il n'y a pas plus que moi ça. qui dois Ouais. m'en prendre plein la gueule. Non, mais Joe la balance. le meilleur Pixar pour moi, c'est là-haut. J'en ai pleuré. Ah oui, bah c'est là-haut. c'est Oui, non, au mais niveau bien sûr. il y a eu Émotionnel. vraiment un truc émotionnel. Pour Lucas, j'ai rien ressenti, c'était plat. J'ai trouvé que le scénario était plat. J'ai eu aucune Aucun plaisir. Pour le coup, je suis assez je trouve d'accord ça avec toi. fade. Je suis désolée. Alors, je vais pas être aussi extrême que toi, mais je suis d'accord que dans les Pixar, t'as des niveaux d'excellence, mais ils se détachent par le scénario et par l'émotion et par C'est exactement. effectivement, t'as Là-haut, t'as Wall-E, t'as des les trucs incontestables. Et là, c'est vrai que pour celui-là, j'ai pas eu des fois, moi, quand je regarde des Pixar, et souvent le cas, il y a un moment. Il n'y a dans pas le eu de film- montée d'émotion, quoi. Il y a un moment dans le film quand je regarde un Pixar, j'ai les larmes qui montent. Mhm. Ça arrive assez souvent avec les Pixar. Là, effectivement, je l'ai pas. Ouais. Non mais parce qu'on J'ai senti la même comme je te chose. disais, on a un degré d'exigence beaucoup trop important aussi avec Pixar parce que à mon sens, Peut-être. un Pixar moyen, et je considère pas que ce soit un Pixar moyen, mais un Pixar qui ne soit pas du même niveau que là-haut, ça reste toujours un film excellent. d'excellente Bien sûr. qualité. Ah oui, Parce oui. que putain, moi j'en voudrais en voir tous les jours des Oui, Pixar, enfin des films d'animation de si bonne qualité que celui-là. Ils sont tous bien. Ouais, chiadés. mais Citez-moi Alors, un échec de Pixar, un vrai échec. Bah, moi, Lucas, j'ai pas kiffé. Hein. Non, mais je veux dire un échec, tu vois, quand je veux dire échec. Je sais pas, Un échec bah, commercial. Échec Ouais, commercial, les gens n'ont pas aimé. Ah, la commercial, critique, non. La critique n'a pas aimé. Même Saul a fonctionné. Oui, non mais attends. Alors, Mike, je sais que notre émission est quand même ce qu'il y a de plus important dans notre vie. Mais notre avis à nous, il est vraiment pas au niveau de la vie populaire. C'est pour non mais blague à part. Oui, oui. Saul J'imagine. a eu des critiques mais dithyrambiques. Mais vraiment, pour D'accord. certains, je voyais les classements en fin d'année, il y a toujours les classements de fin d'année des meilleurs films. Il y a beaucoup qui mettaient dans des meilleurs films. Bon, moi, oui, Saul, bien sûr, c'est un bon film. Et moi, pour le coup, c'est un film. Enfin, je me posais toujours la question à qui s'adresse le film. Il y a des choses que je ne comprenais pas, ou alors que je comprenais, mais qui étaient complètement mis en contradiction à la fin du film. Donc il y avait une cohérence, enfin une non-cohérence dans ce film-là qui me perturbait. Alors que là, pour le coup, le scénario était justement assez complexe. Dans Lucas, j'imagine, oui, quand tu dis qu'il est fade, c'est que oui, c'est coup du gentil, fil blanc. c'est gentil, oui, voilà. bien sûr. Mais c'est vrai T'as que tout à fait raison. avec le regard d'un enfant, c'est Bah voilà. sympa. Mais c'est ça, mais tu sais, si t'avais mon âge, tu regarderais ça avec un œil d'enfant. Parce que moi, Non, mais je suis un peu de mauvaise foi déjà de base parce que tout ce qui est un peu numérisé, T'as du mal. je suis assez attachée au vieux Cartoon. papier, au cartoon, voilà. Au Ouais. vieux papier, Bibi c'est le Loïs, coyote, etc. et hop. Surtout que c'est pas là-haut, mal. c'est tourné en 2D. C'est ça que t'es en train Oui, de me pardon. dire? Non, mais voilà. Ah, c'est- les contradictions des femmes. Ah, tu vois, t'as compris quoi. Oh, le Non, miso. mais voilà. C'est vrai que j'attache plus. Comme la soupe. d'importance. Mais moi, je trouve que c'est un peu industrialisé finalement. Enfin, c'est plus rapide à faire effectivement. Mais j'attache beaucoup Et d'importance. Loulou, tu mets quand même 3 ans pour faire un truc pareil. Ouais, mais enfin, par exemple, les dessins des studios Ghibli, je trouve que ça. Je salue vraiment le travail titanesque qui est engagé, c'est quoi. pas le même. Voilà, mais après, c'était bien quand t'as même. raison, Hein. c'est vrai. Non, alors oui, bah là, on peut que être d'accord avec toi. Sauf que moi, j'arrive pas à opposer, en fait, Ghibli et Pixar. Pareil. Je prends autant de plaisir, tu vois, à voir un Miyazaki que là, je sais même plus qui a fait non, c'est Pete Docter qui le produit, oui, mais je ne sais plus, c'est un Italien qui le réalise. Je prends autant de plaisir. Alors, effectivement, un Miyazaki, alors que ce soit Princesse Mononoke ou un autre, ça a une portée beaucoup plus importante. Il y a derrière, enfin, il y a
tellement d'interprétations, c'est tellement riche, que ce soit visuellement ou dans les thématiques, que oui, Lucas à côté, c'est effectivement extrêmement fade. Ça, c'est sûr. Mais moi, je l'ai pris pour ce que c'est un voyage en Non, enfance. mais j'ai bien aimé d'autres. Un voyage en aussi, Italie. hein, mais ouais. Voilà, c'était pas mon préféré. Bon, ben voilà. Il Oui. est temps, Mais par messieurs, contre, dames. mention spéciale pour le chat. Le chat, j'ai grave kiffé. Ah oui. J'ai trouvé, mais Ah oui. j'ai ri vraiment. Le chat. J'ai beaucoup apprécié le chat. Je me souviens. Ouais, qui dit, il est où le chat? Il est où le chat? Alf. Moi, j'avais une peluche Alf, moi. Ah ouais. Ouais. Oh, bah, dis donc. Dis donc, une Allez, grosse on fait un peluche tour de Alf. table. Allez. Racontez-nous vos peluches. Moi, Eleonore, t'as eu quoi c'était comme- une peluche Alf. Et toi, Eleonore? Vraiment. Je sais plus. T'as pas eu un kiki? Moi, j'ai eu un kiki. Si, Le ouais. kiki de tous les kikis. Oui, effectivement, j'ai eu mon droit au kiki. D'accord. Loris? Bah, puisqu'on est parti Alors, maintenant. ma recommandation. Non. Le doudou. Le doudou. Le doudou, j'ai eu Un frère, un Pupples. grand frère. Un Pupples. Un grand frère. Vous savez ce que c'est un Pupples? Oui. Ah oui. Un truc oui. qui se retourne. Ouais. Mais t'es en boule? J'ai eu ça. Ah, bah, on en a tous eu. Mais Bah tu... voilà. Non, mais tu le dis comme si t'avais une enfance difficile. J'ai eu un Popol, Alors que c'est j'en tout. voulais pas. Mais je l'ai eu. Mathieu. Bah, je l'ai dit, moi, j'ai eu un kiki. Ah, Alors- Kiki, c'est tout. Non, bah, j'ai eu plein. En fait, Tu j'avais... l'as eu à la naissance, non, celui-là. Non, j'avais un nounours. Un nounours. Waouh. Je l'appelais nounours, un nounours bleu. Ah, mais... tu l'appelais un nounours en plus. Je l'appelais nounours. Tu vois, Regarde. comme aux États-Unis, quand ils l'appellent Teddy Bear. Original. Et de ben ouf. moi je l'appelais nounours. Ouais, bah ouais. J'étais extrêmement attaché. Et voulait, papa, si tu écoutes l'émission, tu vas pas être content, mais je t'en veux encore un petit peu. Il m'avait jeté mon nounours. Oh, putain. Parce qu'il avait considéré que j'étais trop. Putain, j'avais 35 ans. C'est des années de thérapie, ça. Ouais, il m'a jeté mon nounours et mon kiki, je crois aussi. Ouais. Merde. Enfin non, le kiki. Bon, j'en parlerai dans une autre émission. Non, parce que je l'ai conservé. Et j'avais encore une petite pensée. J'avais un clown en doudou qui m'apprenait à faire les lacets, à boutonner les boutons de pression et à boutonner un bouton classique et faire les lacets. Ça, je l'ai déjà dit aussi. Un clown Oui, qui t'apprenait c'est à faire. non mais c'est pas un clown, c'est pas dans mon imagination. C'est dans Hein. Encore des années de thérapie. Non, c'était un clown. Sur le pied, il y avait une chaussure avec un lacet. Il fallait que tu le noues. Ah ouais. T'avais ok, sur ok, la d'accord. manche, t'avais des boutons de pression qu'il fallait que t'apprennes à. Oh, les subterfuges des Ah. parents, quoi. Ouais. C'était pour réparer ma main, tu vois. Ah ouais. Et puis du coup, ouais, j'avais plein de choses comme ça. Un Et il m'a suivi longtemps celui-là. Sympa. Bah du Voilà. coup l'enfance fait partie de nous, c'est beau hein. Ben justement. Bon. Eh ben, il est temps de passer à autre chose, du coup, Oui, à la- c'est mieux. C'est mieux. à la rubrique des coups de cœur. Qui veut commencer? Je peux. Allez, vas-y. Bah du coup faut revenir adaptation du coup. Petit grand écart. Ah, comme Jean-Claude. À la Vandame, Voilà, oui. mais oui, mais voilà, je fais des références, on suit, c'est bien. Bah Mike, t'en avais rapidement parlé. Moi, quand j'ai vu John Laroche, justement, j'ai immédiatement pensé à Joe Exotic, qui est le héros entre guillemets personnage de la série documentaire de Netflix qui s'appelle Le Royaume des Fauves. Tiger King en VO, qui raconte, je vais être très bref, qui raconte l'histoire donc de ce Joe Exotic qui possède aux États-Unis un parc à fauves. Donc il fait importer des bêtes du monde entier qui sont très chères. C'est un business très lucratif entre guillemets. Et en fait, on apprend au début, je spoil pas, on apprend directement au début du documentaire qu'il est accusé de tentative de meurtre sur sa principale concurrente, qui elle aussi possède un parc Animalier, mais animalier. Et en fait, on apprend au fur et à mesure, et on le voit très bien, que ce Joe Exotic, donc c'est un mec très très atypique. Hein. Il a la coupe au mulet, il a aussi des dents toutes fracassées, il est très redneck, il adore les armes à feu, très 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 extrême comme gars, très bizarre. Et en fait, ça va être donc la série qui va le suivre. Lui, comment est-ce qu'il se comporte avec ses employés, comment est-ce qu'il gère ce truc, comment est-ce qu'il va postuler en politique pour ramasser de l'argent au maximum, etc. Donc c'est vraiment un truc. Ça se suit, c'est incroyable, hein. Il y a des intrigues, etc. sur ce mec ultra bizarre et c'est vraiment intéressant à regarder. Donc c'est sur Netflix, Ouais. c'est à 8 épisodes je crois et ça se mange. je l'ai vu entièrement, ça se dévore, ouais. Ça se Ouais. dévore comme un fauve, fauve, comme un fauve. mangerait Mais alors, c'est vrai qu'ils ont prévu une seconde saison. Alors peut-être parce que il y a eu des rebondissements judiciaires entre guillemets. Mais comme ils ont fait une deuxième saison pour Making a Murderer, qui était l'histoire de ce mec qui va en prison et qu'en fait, à la base, tu te dis il y a une suite sur pas grand chose, mais en fait, ils arrivent toujours à trouver des choses à raconter. Donc là, avec les
les retournements de situation qu'il y a eu, peut-être. Je sais pas comment ils vont faire ça, mais en tout cas, la saison 1 se suffit à elle-même et elle est très très bien. Mathieu? Alors moi, ma reco, ce sera un bouquin. C'est un roman. Ça s'appelle Billy Wilder et moi de Jonathan Coe. Jonathan Coe, c'est un des grands auteurs anglais. Alors c'est pas forcément le meilleur formaliste, mais c'est un très bon raconteur d'histoire qui a écrit des bouquins comme Testament à l'anglaise, Bienvenue au club, le cercle fermé. C'est des bouquins que moi j'avais lus quand j'étais plus jeune. C'est vraiment un super auteur qui raconte généralement, c'est des chroniques en fait en Angleterre. Si j'en parle, c'est parce que déjà vous l'avez lu dans le titre du bouquin, Billy Wilder, donc le grand cinéaste Billy Wilder. Lui-même, Jonathan Coe, est un immense amateur de cinéma. Il a fait des critiques et de ciné, mais il a aussi écrit des bios. Il a écrit une bio sur Humphrey Bogart et sur James Stewart. Et ce roman, en fait, raconte l'histoire de Calista. Calista, c'est un personnage fictif, qui habite en Grèce. On est dans les années 70, là, je crois qu'on est en 77. Elle va faire un tour aux États-Unis. Elle va se retrouver avec une de ses amies à Los Angeles. Le hasard, je vous la fais très courte, fait qu'elle va se retrouver à table pour un déjeuner avec Billy Wilder et son scénariste I.A.L. Diamond. Je l'ai bien dit? Belle pirouette. C'est ça, Atchoum. Et du coup, en fait, elle se retrouver à sympathiser avec eux et elle va devenir son interprète grec pour le prochain tournage qui sera l'avant-dernier film de Billy Wilder, Fedora. Donc ça, par contre, c'est vrai. Donc le tournage du film Fedora de Billy Wilder. Et c'est franchement, alors si vous aimez Billy Wilder comme moi, c'est formidable à lire parce qu'il y a des anecdotes de tournage, mais tout ça est extrêmement romancé. C'est très très plaisant à lire, ça se lit vachement bien. C'est pas un texte très long. On apprend, oui, il y a des petites anecdotes aussi bien sur le film mais que sur le cinéma. C'est aussi en fait comment Billy Wilder dans les années 70 voyait sa carrière et son impact sur le cinéma qui était énorme. Petit teaser, on fera un jour en fin d'année, on traitera un des grands films de Billy Wilder qui s'appelle Boulevard du Crépuscule, qui est, il en a fait plein des chefs-d'œuvre. Il a fait Assurance sur la mort, 7 ans de réflexion, certains l'aiment chaud. Pour moi, ou froid. Bah après ça dépend des goûts. Bon, les saisons c'est compliqué actuellement, mais moi Boulevard du Crépuscule c'est mon préféré de Billy Wilder. Je conseille ce bouquin, j'ai cité ces films-là, mais je conseille tous les films de Billy Wilder. Il faut voir Fedora, c'est un très beau film. C'est aussi un film qui parle d'Hollywood, du système hollywoodien, de comment on faisait des films à cette époque-là. C'est assez formidable. Donc voilà. Ok. Rocco roman. Rocco roman, Rocco podcast pour moi. Je vois déjà vos sourires sur vos visages. Non, mais moi j'attends avec impatience, vas-y. C'est vrai? Alors j'en ai deux. Ah merde. Voilà, j'en ai deux. Un en rapport c'est ça. Et le mec, il a rien branlé pendant un an. Et là, maintenant, j'en ai deux. Ouais, on rigole. Et après, il va nous dire, mais je les ai pas tous écoutés, hein. Attention, j'ai écouté un épisode. Mais justement, non, je cherchais effectivement un podcast qui pouvait avoir un lien avec le thème du film adaptation. J'en ai trouvé un. Voilà, il s'appelle Procrastination, donc c'est plus une découverte en lien, donc du coup avec. Mais en fait, ça parle de toi, c'est toi le sujet. Non, pas du tout. Non. Donc c'est donc une découverte. C'est un podcast qui s'appelle Procrastination du site elbakin.net. Je sais pas si quelqu'un connaît. Non. Le 1er et 15 de chaque mois, donc ils sont 3 auteurs. Je vais pas vous donner les noms, mais voilà, à discuter de l'art et de la technique de la narration. Il y a 5 saisons. Ils ont été efficaces. Il y a 100 épisodes. Ah oui. Voilà, de 15 minutes. Et il y a l'épisode 17 qui parle de l'angoisse de la page blanche. Voilà. Ah. Donc si vous voulez rester dans le thème, pour le micro, vous voulez rester dans le thème, bah allez-y. Tu peux écouter ça où tu disais? Sur le site elbakin.net. Bon, j'imagine que c'est sur un peu Spotify. Non. Non, même pas. Non, Juste c'est pas là-dessus. sur les plateformes. Ok, ouais. ok, d'accord. C'est pour ça que je le précise. Ok. Et c'est l'épisode 17 qui parle effectivement de l'angoisse de la page blanche. Ok. Mon vrai coup de cœur, et celui-là est un vrai coup de cœur, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Moi qui suis fan de d'affaires criminelles. Pourquoi il rit? Je sais pas pourquoi. D'affaires criminelles. Je vous recommande un podcast que je dévore. D'ailleurs, bientôt il y a la saison 2 qui commence, qui s'appelle Garde à vue. En fait, c'est un podcast qui reprend des affaires criminelles à travers le huis clos de la garde à vue. Ça reconstitue les auditions avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires.
Et on entend aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur l'affaire. Donc c'est des Traité. affaires un peu chaudes, quoi. Un peu Ouais, il y a même, puisque nous on est de Strasbourg, il y a même une affaire de l'étrangleur de Strasbourg en 1985 qui a commencé à tuer Kézorn et qui a continué à tuer Alla Robertso. Voilà. Et c'est un mec qu'ils ont retrouvé 27 ans plus tard près de Bordeaux. Waouh. Et il a été identifié par une empreinte palmaire. Enfin, il avait laissé une empreinte palmaire. Palme. C'est un dauphin. C'est un homme poisson, quoi. C'est un monstre des mers. C'est Luca. C'est Lucas. Ça, il est revenu, merde. Ah, c'est Luca. Non, mais ça s'appelle comme ça dans. Oui, je rigole. Ah, voilà, mais oui. oui, merde. Donc c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une empreinte digitale. sur le bureau Ça a l'air vachement bien. sur le bureau d'une de ses victimes. Et par contre, en 1985, il n'y avait pas de rapprochement à ce niveau-là. Et ce con, il s'est fait arrêter 27 ans plus tard par la police parce qu'il a volé quelque chose dans un casier de vestiaire de piscine où il a laissé ses empreintes. Wow. Et donc, Hallucinant. Oh, c'est con. ouais. Et donc, il a été arrêté et puis jugé et condamné. La régie me faisait signe, effectivement. C'est le comble pour un dauphin de se faire choper dans une piscine. Ils sont cons. Non, mais en tout cas, ça fait envie. Moi, j'ai vraiment envie d'écouter. Mais Non, tu vas pas l'écouter, arrête de raconter des conneries. Alors, je sais pas si je vais l'écouter, mais par contre, en fait, maintenant que t'en as parlé, c'est vrai que cette histoire me dit quelque chose. Bah oui. Mais vraiment, L'étrangleur oui. de Strasbourg. Oui, voilà. bah oui. Et il a tué pour la première fois Kézorn à Strasbourg. Oh, merde. Alors qu'il aurait pu plonger. Ok. Bah oui, parce que c'est à côté de l'île, la rivière qui entoure Strasbourg. Bref, on s'en fiche. Et donc il y a la saison 2 qui commence le 9 septembre et j'ai hâte, voilà. Moi qui Et suis ça, fan tu de écoutes tout, ça? Ça s'écoute tout sur Deezer, Spotify, etc. Ça s'appelle Garde à vue. Et il y a plein de podcasts sur les affaires criminelles. Il y a Mon avocat et moi. Il y a Affaires criminelles justement sur de France RTL, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses à écouter. Voilà Merci. mes recos. Ben, t'aurais mieux fait d'en garder encore une parce que je suis pas sûr que sur la durée tu vas réussir à tenir. Donc ça t'aurait fait une émission. Là il me toise, là il me dit. Ah ça va, je te charrie. On est obligé de te charrier parce que c'est vrai que là tu as fait de très bons recos Ouais. et à chaque fois on t'en voulait un petit peu. C'est le mec il a pas de. Et là t'enchaînes. Regardez, il me fait des. Ouais. Alors je vous annonce que je suis viré. Carrément. Bon, Éléonore, vas-y, prends la parole parce que toi, tu auras des choses intéressantes à dire. Ah bah, je sais pas. En tout cas, moi, je vous ai ramené un roman graphique. Donc, c'est Anaïs Nin sur la mer des mensonges, donc écrit par Léonie Bischoff et paru aux éditions Casterman. Alors, pourquoi ce roman graphique? C'est parce qu'il y a plusieurs similitudes avec les personnages de Susan Orlean dans le film adaptation ou celui de Lot ou Lottie dans La peau de John Malkovich. Je sais pas si on dit Lot ou Lottie. Je sais pas. Anaïs Nin est une artiste. Le poisson, c'est une lotte. Elle a des névroses et elle veut vivre un amour libre et passionnel. Et c'est un véritable besoin pour elle pour se sentir vivante. Ça va? Bah oui. La BD, en fait, c'est une biographie donc de la diariste. Donc, c'est une autrice de journal intime. Et elle a été l'une des premières femmes dans les années 30 à avoir publié des récits érotiques. Ce qui était totalement scandaleux pour l'époque et révolutionnaire en même temps. Tu me le laisses en partant. Depuis que t'as dit érotique, on est tous en train de regarder la courbe. Alors c'est où? Je vois pas là. Et pour la petite histoire vite fait, pour Anaïs Nin, donc elle est rentrée à Paris avec son mari, sa vie new-yorkaise lui manque. Elle est mariée avec un banquier et elle étouffe littéralement dans une relation qui ne lui convient pas. Elle s'est alors créer un double et lorsqu'elle rencontre l'écrivain Henry Miller, donc là c'est pareil, hein, c'est une vraie diariste. Henry Miller c'est un vrai écrivain, tout ça. Et donc c'est le coup de foudre, elle tombe littéralement amoureuse de son esprit et tombe au passage aussi amoureuse de sa femme, donc comme Lot tombe amoureuse de Maxime dans La peau de John Malkovich. Et donc il y a toute cette notion un peu de polyamour et tout tourne autour du désir, le désir celui d'écrire, le désir amoureux, le désir d'être ce qu'elle veut être. Et ce qui m'a touchée dans cette œuvre, c'est toujours l'engagement qu'elle a eu pour l'émancipation
des femmes et de vouloir assumer. Elle a réussi à assumer publiquement donc sa liberté en tant que femme, sa liberté sexuelle, et ce qui a permis aussi de rompre avec les codes d'une vision idéalisée qu'on a de l'amour qui nous est souvent imposé. Voilà. Et le dessin, le dessin, c'est quoi comme C'est donc Léonie Bischoff, et c'est un style un peu Art Nouveau que j'aime beaucoup. Okay. Voilà, qui représente aussi des fleurs, des genres d'anémones. Il y en a dans le Rabat aussi, je sais pas si. Ah ouais, c'est chouette. Plutôt des genres de nénuphars, et puis t'as des magnolias qui sont aussi symboles, qui symbolisent aussi l'amour, le renouveau. Voilà. Ok. Ça dure pas longtemps, les magnolias, c'est joli, mais ça dure pas longtemps. Trop peu. C'est comme l'amour, c'est éphémère, mon chéri. Entre nous, oui, certainement. Depuis aujourd'hui. Bon, merci pour ces recommandations, et il est temps maintenant de se dire au revoir. Ah, j'ai cru à Dieu. Ah non, pas encore, Mathieu, t'inquiète pas. Il est temps de se dire au revoir. Merci aux participants de ce podcast. Éléonore, merci. Mathieu, merci. Julien, merci. Et Loris, merci de votre participation et d'être venu à notre table. Maintenant, c'est notre table de la nuit américaine. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcast, Spotify. Enfin, il en existe des tas. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour 15 jours. Non? Oui, c'est ça. Oui, à peu près, ouais. Oui. Pour un nouvel épisode. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram. Et puis, en attendant de se retrouver, on vous souhaite, Joyeux Noël. Ouais, à chaque fois, j'ai du mal à finir. Du bon film, du bon cinéma, de la bonne reco, et puis, profiter du temps en famille. C'est ça. Voilà. Mais tu sais que c'est mieux en mieux. En fait. Mais oui. Sur mon point final, effectivement, je fais fort. Allez, on vous aime, on fait Allez, gros bisous. Gros bisous. Ciao, ciao. Au revoir.